êtes encore les bienvenus, mesdames et messieurs, sur notre antenne. Ce matin, 10-12 le Zénith vous accueille véritablement. Merci à vous de trouver de l'intérêt à nous regarder comme c'est le cas chaque jour, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h. Madame, messieurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le code électoral au Cameroun? On est mal dit sur ce plateau, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, cette politique va vous broyer. Comment expliquer aujourd'hui que ce soit l'ECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, qui pense aujourd'hui à la modification du code électoral, alors qu'en réalité, la société civile ne s'est pas prononcée, les différents partis de l'opposition ne se sont pas prononcés, la Constitution même, y compris les députés et le Parlement dans sa majorité, aucune ordonnance n'a encore été faite à ce niveau, mais quand même que le directeur général de l'ECAM appelle bien sûr ses collaborateurs régionaux à revoir fondamentalement ce qui se passe autour de la modification de ce code électoral au vu des dernières échéances électorales au Cameroun. Comment les comprendre aujourd'hui? La question effectivement fait parler plus d'un. Et au-delà de cette inquiétude, autre inquiétude, où en sommes-nous avec le remaniement ministériel, si vous voulez, la réorganisation ministérielle au Cameroun, pourquoi pas la modification même? Aujourd'hui, Paul Biya tient-il encore ses conseils de ministres? Que disent les ministres aujourd'hui? Quel regard peut-on jeter sur le travail que ces ministres font véritablement depuis le dernier réaménagement ministériel au Cameroun? Les Camerounais peuvent-ils apprécier à leur juste valeur les exercices qui sont soumis à leur attention? Madame, messieurs, nous en parlons bien évidemment ce matin puisque la presse s'en insurge encore. Les Camerounais ne cessent pas de dire leur indignation concernant le prêt ou encore le décret du chef de l'État accordant au ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire d'aller au niveau de certaines banques prendre 55 milliards de francs CFA pour la reconstruction, si vous voulez, l'achèvement du complexe sportif de Lembe. Beaucoup d'indignation aujourd'hui dans la société camerounaise et au-delà, comment comprendre que le gouvernement camerounais continue à s'endetter, continue justement à tout faire pour prendre ces 88 milliards également consacrés au réaménagement de la pénétrante est de la ville de Douala aujourd'hui. Les Camerounais sont décidés pour beaucoup. Des voix commencent à s'élever au-delà de Jean-Michel Ninche, le père Lado de l'église catholique romaine, prêtre jésuite également, est sorti et demande absolument qu'il y ait d'abord le dit des premiers montants qui ont été accordés à ces nombreux travaux. Et les Camerounais, dans leur majorité, demande également au Parlement camerounais de s'exprimer et de dire exactement ce qu'il en est. Pourquoi pas le Parlement? Pourquoi le Parlement ne dit-il rien aux Camerounais? Comment faire cet audit? Et s'il faut bien le faire, quels sont les leviers importants pour arriver à cette clarté autour de la gestion de ces 55 milliards de francs CFA d'une part et 88,8 milliards de francs CFA d'autre part au Cameroun? Le Cameroun s'insurge, s'indigne et veut des comptes. La grande famille est au complet ce matin. Charles Amen Bachoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Yengelek et Karine Santia, ensemble, unis pour la même mission, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. À la suite du Père Lado, je me pose également la question de savoir les recrutements dans des universités d'État obéissent-ils aux étiquettes religieuses des citoyens? Étant entendu que là l'État étant laïque, pourquoi ne pas recruter seulement les scientifiques qu'on pense qu'ils ont le bagage pour dispenser les cours? Ça a été le cas avec les Hebga, Gelbert Mvin et bien d'autres. On les appelait pères, prêtres, tout ce que vous voulez, mais ne dispensaient pas les cours d'abord de l'histoire de la religion ou de philosophie de la religion. Ils dispensaient la science. Aujourd'hui, Femme Dongo révèle, mais ce n'est pas lui en fait. Ce texte existe, mais il était camouflé. Pourquoi on ressort ça aujourd'hui? Est-ce que les religieux qui dispensent les cours dans nos universités d'État donnent là-bas des orientations religieuses? Est-ce que les laïcs qui y sont pas-ils coupables de dispenser, eux, des cours et recruter des étudiants pour des cercles ésotériques? Est-ce que c'est le discours des religieux qui les empêche de recruter tant dans leurs cercles ésotériques? Et qui sont donc anciens de l'Église et tous, ne sont-ils pas ministres du culte? Et nous alors, les prêtres traditionnels,
Que feront-ils de nous? Bon, voilà des ambiguïtés, des incongruités qu'on veut mettre dans la République pour amener de clivage en clivage. Finalement, on va construire une République des Batoustans. C'est très malheureux. L'objectif, certainement, mon Benga, c'est de tuer l'école aujourd'hui. Comment comprendre également que lui-même, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Pham Ndongo, chef traditionnel et par ailleurs enseignant lui-même, et ancien de l'Église, demande aujourd'hui au recteur de l'Université de Yaoundé de ne pas recruter au sein de l'université les ministres du culte. Et là, ça pose justement tant de problèmes et beaucoup d'indignation et d'interrogations. Charles Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À la suite justement de votre collègue d'hier, sur ce plateau également, où vous aviez interpellé l'État du Cameroun, les conducteurs de mototaxi des villes du Cameroun, ce matin effectivement au bas de l'immeuble Equinox Télévision, ils sont très nombreux, les Bentikimans venus nous voir pour dire qu'ils veulent le travail, ils veulent l'emploi, ils veulent se faire entendre du gouvernement camerounais, puisque dès lundi effectivement on leur impose de se mettre à jour à travers les impôts. Monsieur Michel, vous ne pouvez pas vivre dans une société et être en marge des règles de cette société. Il devrait, coûte que vaille, se mettre en règle, et je crois que ce que le gouvernement demande n'est pas faux, n'est pas mal pensé. Il devrait s'acquitter de l'assurance, s'acquitter de la carte grise, s'acquitter de leur casque, des deux casques, et d'avoir le réservoir d'essence peint en jaune, monsieur Michel Ngachou, et éviter de bâcher. Je pense que ça s'inscrit dans cette logique, et je crois que ceux qui les représentent, ceux des présidents des syndicats qui les représentent, sont tombés d'accord avec le gouverneur. Notre souci aussi, c'est de savoir que si vous avez un frère qui tombe sur la moto, il est quand même susceptible d'être pris en charge par l'assurance, que de savoir aussi que ceux qui sont en train de circuler ont quand même une carte grise. On vous dit aujourd'hui que pour la ville de Douala, 7 000, ce qui a à revoir, Benzikina a enregistré 3 000 sont camerounais, les 4 000 autres sortent d'où? Qu'on pense à assainir ce secteur d'activité définitivement, et que les Camerounais puissent se reposer aussi un peu en paix, monsieur Michel. Même si aujourd'hui on va s'insurger justement contre l'attitude des assureurs au Cameroun, comment vous comprenez que lorsque vous avez un accident de votre véhicule, les assureurs prendront 1 an voire 2 ans avant de vous restituer votre argent, et pourtant vous avez normalement payé? Ça, c'est une des questions, Charles Hamel. Il y a aussi le fait, permettez-moi de vous dire, que beaucoup de gens vont se faire assurer sans se rassurer. Vous savez que certains vont payer des assurances classiques. L'assurance classique, lorsque vous partez payer, ça ne prend en charge que les passagers, ou 1 ou 2 passagers par exemple. Il faudrait que vous payez pour pouvoir être vous en tant que chauffeur assuré. Donc je vous explique pour dire que c'est vrai, on tire sur les assurances, mais il faudrait que ceux qui parlent, ne vous contentez pas seulement d'avoir la carte d'assurance, lisez les papiers, lisez les clauses. Les clauses sont importantes, et c'est la raison pour laquelle à l'auto-école, M. Michel Ngachou, c'est tout un chapitre qu'il faudrait que les gens apprennent à savoir, ok, ce que j'assure là, c'est quoi? J'aurai quoi en cas de X, en cas de Y, et tout est mentionné là-dessus. Tout est mentionné. Il y a une roubladise parce que la police est toute petite. Monsieur Michel Ngachou, demandez à parcourir. Très bien. Cette alors, au-delà justement de ce sujet, Charles Bachou, on va quand même dire que ces mototaximens se plaignent aujourd'hui de l'attitude des présidents des syndicats qui, pour eux, certains prélèvent 3 000 francs CFA pour obtenir, enfin du moins sur les frais exigibles au niveau de certains documents, au niveau des mairies. Beaucoup, disent-ils, sont en complicité avec les mairies aujourd'hui, et il faut bien sûr arrêter la signer. Mais la chose la plus importante, c'est que beaucoup ce matin, au bas de l'immeuble Equinox, sont venus nous faire savoir qu'ils ne veulent plus conduire la moto, ils veulent les emplois, oui. Ils veulent le travail. Oui. Comme on demande justement de se mettre à jour et on ne leur donne pas le temps nécessaire pour le faire, ils veulent le travail. Et là, nous croyons que c'est le plus important que nous avons retenu pour le public ce matin. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou et bonjour aux téléspectateurs. 2 cas de poliomyélite déclarés à Yaoundé, au quartier Cité Verte. Il faut dire que depuis 5 ans déjà, le Cameroun n'a pas entendu parler de poliomyélite, de nouveaux cas au niveau où l'OMS a déclaré le Cameroun exempt de poliomyélite en juin 2020. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'on en parle, 2 nouveaux cas déclarés par le ministre de la Santé, ce qui nous pousse à croire qu'on a abandonné les méthodes d'hygiène qui étaient très régulières, malgré que la Covid-19 aussi nous appelle au respect des méthodes d'hygiène. Comment expliquer cette dichotomie?
Merci beaucoup Karine. Merci également à vous Madame, Messieurs. Restez des nôtres. Vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pouvez réagir, comme c'est le cas chaque matin. Allez rapidement vous abonner sur la page Equinox TV sur Facebook si vous n'y êtes pas encore, ou la page 10-12 Le Zénith. Nous vous lirons et nous lirons bien sûr vos nombreuses réactions aux différents sujets évoqués ce matin. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de saluer Dominique Audrey. Bonjour à vous Dominique. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et nous saluons bien sûr le pagne. Vous l'honorez très bien à votre façon. Oui, bravo. Merci. Voilà. Merci à vous. Et vivement que Charlamel arrête il ne de m'aime nous pas. respecter. Il ne m'aime pas. Voilà. Non, Pas pas du tout. respecter. Il faut aller au fond de votre pensée. Je vais vous voulez parler en l'air. Allez au fond de votre pensée. Il veut faire la politique. Non, Parle mais bien. on reconnaît que Dominique Audrey honore Bon, très bien coquelle, là. le pagne. C'est la belle là. Mais qu'est-ce qu'on. Parle bien. Mais bon, vous lisez dans ma pensée ou quoi? Le bantouisme fait son chemin. Ah, C'est difficile à dire. Oh, rien à voir. Parce qu'on ne veut pas déclamer ça en public. Voilà. Non, mais elle est revenue Non, je justement suis aux valeurs bantou très en africaines. off. Elle a toujours Oui. honoré d'ailleurs son foulard. Et Oui. puis voilà. Juste Allez, le pagne. Dominique, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi? C'est une histoire bizarre. C'est une histoire vraiment bizarre. Quand le monsieur m'a raconté ça, moi-même j'ai eu peur, tellement peur que je me suis dit, les taxis dans lesquels on monte là, franchement. Donc c'est un monsieur, il est âgé de 40 ans, il dit que ça fait plus de 10 ans, il est conducteur de taxi. Et il dit que la semaine dernière, dans la semaine après le 14 février, donc à partir de lundi le 15, sa vie a complètement basculé. Sa vie est devenue du n'importe quoi, disons ça comme ça. Lundi 15 février, il dit qu'il était en train de faire sa ronde au niveau d'un van, au niveau des agences là-bas, et il y avait des voitures qui venaient de décharger des passagers. Donc il remplit son taxi, il porte 3 personnes derrière, 2 personnes devant, ça fait 5 personnes. Donc il devait les déposer du côté d'Odja par là-bas. Donc les passagers ont mis chacun les bagages à la soute. Je veux dire que derrière, à la malle arrière, merci, à la malle arrière. Donc à chaque arrêt, chaque passager logiquement prenait son sac, payait et partait. Donc il a déchargé son taxi, tout le monde a pris son sac et il est parti. Donc lui, il allait garer sa voiture à la maison, il est rentré chez lui, il a dormi. Le lendemain, il prend son taxi pour aller à la laverie et le laveur lui fait savoir qu'il y a un sac au niveau de la malle. Donc là-bas, au niveau de la malle, il prend le sac en question et il vient. On vient lui donner le sac. Discrètement, lorsqu'il ouvre le sac, il se rend compte qu'il y a de l'argent plein dans ce sac. Il n'y a aucun nom sur le sac, aucun numéro. Il prend sa voiture, il rentre à la maison, il dit à sa femme, voilà, on est riche, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça dans la voiture, certainement quelqu'un a laissé. Et bon, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on écoute les radios, les différentes radios, certainement quelqu'un va mentionner un sac d'une couleur particulière et on pourra effectivement remettre le sac à la personne. Bon, il a gardé le sac à la maison et il est reparti. Vendredi de la même semaine, vous savez que les fêtes à Yaoundé et dans nos villes commencent à partir de vendredi. Donc vendredi soir, alors qu'il était également du côté de... vers la poste quelque part là-bas, il a porté 5 jeunes dans son taxi qui revenaient certainement d'une fête. Il porte ces jeunes-là et chacun, il les dépose et il dit qu'au niveau de l'Iguefa, là-bas, par là-bas, parce qu'il s'est retrouvé là-bas, il devait déposer quelqu'un, au tournant qui va mettre ça comme ça, il n'y avait plus personne dans son taxi. Alors qu'il y avait une personne, la dernière fille était derrière, il ne l'a plus vue. Il a guetté dans le rétroviseur, il s'est garé, il a fouillé, il a regardé, il était seul, il était sensiblement 1h, 2h du matin, donc il n'y avait personne en route, même pas un chat ne passait par là. Donc il dit qu'il est rentré, il a garé sa voiture et depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu travailler. Donc le papa là, bon c'est vrai qu'il n'a que 40 ans, le monsieur, il ne sait pas. Il ne sait rien. C'est ça qu'il a trouvé, c'était à quelle heure? Il ne sait pas. Non, il a retrouvé le lendemain. Donc, il a porté les gens le soir. Donc, comme il y a des agences là-bas, il y a les bus de 20h, 22h, 19h et tout. Donc, on a déchargé les gens. Il a simplement porté. Donc, c'est le lendemain. Et depuis, il ne dort pas à la maison. Il dit qu'il entend des voix. Bon, certainement, c'est dans sa tête. Hein. Il voit des choses. Il fait des rêves bizarres. Donc, voilà.
Voilà, donc la question des objets trouvés et des gens qui disparaissent dans les textes. Mais lui, il était content d'avoir l'argent. Il a dit... On devait même laisser le travail. Ironiquement. Merci Dominique Audrey. Alors, Mbambok, c'est une situation à laquelle il faut trouver justement une solution ce matin. Il faut expliquer d'abord. Peut-être expliquer. Bon, il trouve de l'argent dans la voiture et quelques jours après. Et entre-temps, il a des nuits difficiles. Oui, difficiles. Il a des nuits difficiles. Il n'a pas donné le montant. Non, c'est un sac d'argent, il n'a pas compté. Voilà, il n'a pas donné le montant. Voilà, entre-temps, il ne s'est même pas rapproché d'un commissariat. Non, de peur que ça n'arrive pas. De peur que ça n'arrive pas. Donc, il s'attend à un communiqué radio qui dise un sac a été oublié dans la malle arrière, comme on le fait ici à Equinox, par exemple. La crainte, justement, c'est comme on t'a dit, justement, que Dominique Audrey, toi qui nous as raconté l'histoire, cherche-nous le monsieur, parce que je le connais, que mon sac a été... Et quand même, ce qui est curieux, c'est qu'il porte des gens dans son véhicule une nuit et que les personnes disparaissent. Une personne, la dernière personne a disparu son véhicule. Il a déposé les autres normalement. Oui, donc, il devait tourner au niveau de Messa là-bas et laisser la personne là-bas. Et à Eligefao tournant là, il ne la retrouve plus. La personne a disparu. Alors là, maintenant, c'est quoi? Il est traumatisé, ce monsieur? Il n'arrive plus à travailler. Voilà. Comment l'aider à retrouver son travail aujourd'hui? Est-ce que il a déjà beaucoup d'argent? S'il laisse le travail... Mais l'argent, est-ce que la personne disparue? Est-ce que c'est pas l'argent justement que tu gardes avec toi? Le propriétaire va réclamer son argent. Bon, comment vous comprenez ça? Non. On n'en rit pas, la situation de la personne. J'ai vécu ça en fin d'année passée. Je rentrais de Yaoundé autour de 2h du matin, au niveau de Tradex, il y a ça. La moto que doit me prendre, je l'ai trouvée pratiquement tremblotée et tout. Tassima n'arrive pas. Bon, dans le début, il a peur, il a porté une fille à quoi? Pour là-bas, apparemment, c'est là où j'ai entendu qu'il y avait les saisons et il m'a expliqué ce que veut dire la saison. Donc, les belles de nuit, ils vont là et je me suis dit, depuis qu'on a commencé la construction du stade de Japoma, il y a les Turcs là-bas qui... Ah, d'accord, moi aussi j'apprends, je ne sais pas tout. Il prend donc une belle de nuit, la main qui a disparu. Et il a disparu, il lui a dit, Carrefour ancien d'Alip, il y a ça, entrée stade. Il lui a dit, c'est même la fille qui a proposé 10 000. Le gars dit d'accord. Et avant d'arriver, ils ont traversé par bord le 10. Bon, il causait, il se rend compte qu'il cause, personne ne peut, il n'y a plus personne. Elle arrive là, il n'y a personne. Il lui a dit non. Donc je lui ai dit de me porter. Moi, je suis un sorcier qui s'est déclaré comme sorcier. Voilà, il a avorté. Justement, ça existe. Ces phénomènes-là existent. Et ceux qui font le travail de nuit le savent. Et ce soit les taximens, les transporteurs, ils savent que ça existe. Il s'agit pour nous tous, parce qu'en réalité, c'est ce que nous disons aux gens. Il faut maîtriser le réel par les sciences exactes et molles. Les sciences exactes, c'est ce que vous appelez corona par exemple. Il y a des sciences, voilà. Maintenant, les sciences molles, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant qu'un phénomène arrive, il y a des choses qui se passent. Deuxième chose, ceux qui sont morts, quand on dit qu'on a enterré, ils ne sont pas morts. Ils ont changé de milieu de vie. Il y en a qui sont vendus, il y en a qui meurent normalement, il y en a. Donc, il y a une vie là-bas. Ouais. Il y a une vie là-bas et d'autres ont une vie là-bas qui les rattache à la vie que nous vivons ici sur le plan physique. Et ils viennent, ils exercent un type de personne, des choses. Ça peut être qu'il a été vendu, ça peut être qu'il y a un certain attachement. Moi, par exemple, même si vous m'enterrez, je peux revenir si je veux. Donc, il y a la maîtrise de ces choses. Maintenant, eux, qui on ne les amène pas, on ne les demande pas de maîtriser cela, mais ils doivent le savoir au moins. À deux niveaux pour lui, le transporteur. Il aurait dû prendre le sac, l'amener dans une brigade de gendarmerie au commissariat, parce que c'est l'argent, certes, ça aurait pu être un sac d'ossement humain. Il aurait fait comment? Ou un sac d'armes, il aurait fait comment? On entend des crises. Hein. Voilà, mais comme l'argent et les femmes apparemment vous en affolez, il a trouvé l'argent. On entend des crises quand même. Voilà, non. La pauvreté sévit. La pratique normale, c'est que ce sac n'a pas de propriétaire, on l'a oublié. Oui. Ou imaginez, c'est ça le problème aussi.
les gens disent « je sais ce que j'ai fait ». D'accord, mais qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Voilà la question principale qu'on ne se pose pas. Bon, je vais poser la question. Amener le sac, apporter le sac à la gendarmerie, poste de police le plus proche, en leur disant « voilà ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce sac, aucun des passagers n'a laissé un sac. Mais il y en a un, en venant prendre son sac, il a dit « ce gars est bon à être recruté ». Il laisse un élément, il y a des sacs qui se transforment dans ça, parce que étant dans la voiture, il peut absorber, il a la possibilité de prendre de l'énergie des gens qui y sont et vous faire une lecture de telle manière que voilà, il peut happer tel ou tel autre. Donc il a vu qu'il pouvait happer le conducteur du taxi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été content de voir l'argent, le sac d'argent. Maintenant, abandonne alors le taxi, il joue de l'argent, non, il veut toujours faire. Maintenant, il est lié. Maintenant, les gens qui portent dans cet argent, ils commencent à les porter. Et c'est des signes, ils montrent que là, il sera plus maintenant avec les gens qui sont partis qu'avec ceux qui sont vivants. D'accord. Donc, il est exposé à cela, il lui appartient. S'il connaît des prêtres traditionnels, il s'approche d'eux. Parce que les prêtres de vos églises, là, abrahamiques, et c'est pas leur milieu, ils vont vous mettre dans des niveaux de prière. Ils ne vont rien dire avec l'eau bénite, le jeûne, les encens, tout ça, ça ne générera rien. Parce que tu risques, d'abord, il les a apportés chez lui, il les promène, il les promène partout. Donc, le sac d'argent étant entré à la maison, il a laissé certains élémentaux à la maison qui peuvent même prendre madame ou les enfants. Donc, son domicile est envahi par ces phénomènes-là. Je suis d'accord. Hein. Donc, mais voilà, il est exposé à ça. Vous imaginez un gars qui vit au fin fond de, je sais pas, de quel quartier, de Ntaba, de Nkouloulou, de, je ne sais pas, de Makéya, tomber sur un sac comme celui-là, et vous lui dites quand même que, ben, mon frère, comme ça ne va pas là, tu souffres là, va remettre. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, parce que c'est ce que nous demandons de faire. Mais la moralité camerounaise aujourd'hui, la mentalité, les souffrances que les gens connaissent, vous tombez sur l'argent, il y en a qui vous diront, ben, je veux rencontrer un prêtre traditionnel qui va m'aider justement à extirper tout ce qui est mauvais sur cet argent et le garder parce que ça peut nous servir. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne sa part d'argent comme ça sur la même battue? Monsieur Michel Ngachou, je vous invite à faire un tour à Akwa entre 7h et 8h. À quel niveau? Akwa, ce sont des affaires. D'accord. Regardez les Indiens avant d'ouvrir, tous les Indiens qui ont leur boutique avant d'ouvrir, ils passent 7 fois devant sa porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il l'ouvre. Lorsqu'il a passé la première clé, tout le monde peut ouvrir la porte. Regardez comment les Libanais se comportent pour ouvrir la porte. Regardez comment les Chinois, leurs magasins se comportent pour ouvrir la porte. Passons. Regardez comment ceux de l'Afrique de l'Ouest gèrent leurs boutiques. Maliens, quand ils ouvrent, Guinéens, la Sénégalais. première chose, il y a des encens qu'ils lâchent, qu'ils sont obligés d'allumer le matin, ils sont obligés d'allumer le soir. À chaque ethnie, à chaque peuple, c'est réalité, monsieur Michel Ngachou. À chaque corporation, c'est règles. Rappelez-vous de l'affaire des musiciens qui, à une certaine époque, étaient obligés d'avaler des grenouilles pour avoir de belles voix. Vous avez connu cette période. On a accusé plein de Camerounaises, des artistes musiciennes camerounaises, malheureusement décédés aujourd'hui, des artistes congolais qui formaient une bande à cette époque où ils avalaient des grenouilles. Il y a un des artistes qui avait refusé. Allez voir la question des journalistes, allez voir la question des avocats, allez voir M. Michel Ngachou, celle même des magistrats qui sont obligés d'utiliser l'huile, comment vous appelez ça? L'huile d'olive? L'huile du lion. L'huile du lion. Lion, c'est-à-dire on tue le lion, on fait frire cette partie du lion, il se oigne le visage. Donc, il y a tellement de choses, M. Michel Ngachou, que vous devez connaître. Les commerçants, vous avez des commerçants qui, avant de commencer le marché, avant de mettre un arbre sur leur comptoir, ils ont des pièces spécifiques de 1 franc ou de 5 francs qu'ils jettent d'abord. C'est des règles. Vous entrez dans le taxi.
Le taxi, je commence par là pour qu'on se comprenne. Vous faites le taxi, monsieur Michel Gadjou. Tout commerce où on est censé transporter des gens. Monsieur Michel Gadjou, il y a une règle pour se prémunir. Bob l'a dit tout à l'heure, il y a des règles pour se prémunir, pour porter les bonnes personnes. Vous avez des gens qui, sur l'axe, lorsqu'ils voyagent, ne s'arrêtent jamais pour porter des gens, monsieur Michel Gadjou, parce qu'il y a des gens qui manipulent l'esprit des morts. Il y a des gens qui, en entrant, vous avez des femmes, permettez-moi cette autre expression, qui vont chez des marabouts. Quand je dis marabouts, je ne parle pas des prêtres de la mystique bantou, je parle des marabouts, des charlatans, qui disent non, on va te donner l'attirance. On va donner l'attirance, c'est quoi? Mais c'est des esprits qu'on vous donne. L'esprit qui va séduire. On vous prend l'esprit, on vous dit tu vas te oindre le visage. C'est un esprit qu'on met sur le visage. Dès que la femme vous dit le gars que tu veux, non, regarde seulement dans les yeux. Fais tout, tu regardes entre les deux yeux. Dès qu'elle vous regarde comme ça, monsieur Michel Gadjou, vous fondez comme le beurre sous le soleil. Vous vous pliez jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut et elle vous libère. Donc, ce monsieur a porté quelqu'un dans son taxi. Ça veut dire qu'il n'a pas pris la peine de se rassurer que... Est-ce qu'on peut prendre la peine de se rassurer tout ce qu'on porte chaque jour? Bon, vous l'a dit. Chaque jour? Bon, vous l'a dit, monsieur Michel Gadjou. C'est-à-dire, un mec va porter une il y a des règles. Comment, monsieur Michel Gadjou, comment vous sortez de chez vous pour venir au travail? Mais normalement. Ah bon? Ouais. Oui. Vous le On a la télé. Comment vous sortez de chez vous pour aller au travail? Je suis debout tout le matin. Vous lavez, vous habillez, vous sortez, c'est ça? 3h30, on prépare les émissions. 5h, on sort, on travaille. Monsieur Michel, retenez donc que chez les Bantous, on ne sort pas comme ça. D'accord. On sort comment? On ne sort pas comme ça. Regardez-moi, on ne sort pas comme ça de sa maison. Il y a des choses à faire avant de sortir de chez vous. Mais ces choses à faire justement là, c'est quoi? Est-ce qu'on vous dira pas par la suite que vous portez un esprit avec vous, que vous avez validé de porter un esprit qui va vous accompagner? On va comprendre. Dans certaines années, les gens marchent avec la terre de leurs ancêtres qu'ils ont pris dans les lieux sacrés. Il y en a Je vous prends un exemple. Ils marchent avec la terre de leurs ancêtres dans la voiture, sous l'oreiller, même lorsqu'ils vont avec des femmes, même s'il arrive quelque part, il veut se laver pour un peu cette terre, il met dans l'eau, il se lave. Je dis ça, c'est des rituels. Mais lorsque vous entrez dans ce métier, vous portez les gens, monsieur Michel Gadjou. Même les transporteurs interurbains, allez voir les chauffeurs. Posez la question, même au taximan, demandez-leur. Vous ne sortez pas. Vous avez des gens qui rentrent spécifiquement pour poser un... Il y a des gens qui entrent dans votre taxi pour les accidents. Ça veut dire quand la période de sacrifice arrive, ils choisissent ce place-là, ils regardent, ils ont leurs indicateurs, ils entrent dans un taxi. Dès qu'il est entré dans le taxi, il s'assied. Il sait ce qui va se passer. Il vous dit, monsieur, je ne peux pas m'asseoir là-bas, je vais descendre juste là devant. Pardon, je n'entre pas au mieux, laissez-moi assis ici. Vous dites, ok, d'accord, vous vous poussez. Et là, il s'assied. 10-15 mètres, vous avez l'accident. Donc, je regarde ceci pour dire que ce monsieur, pour confirmer conforter ce que Mbok a dit, ce monsieur est venu laisser ce paquet. Il n'aurait pas dû toucher ce paquet, monsieur Michel Gadjou. Il n'aurait pas dû toucher ce paquet. Il aurait dû laisser ce paquet. Parce que celui qui a laissé ce paquet va le retrouver, monsieur Michel Gadjou. Il aurait dû laisser ce paquet dans ce véhicule. Il y a des gens qui le font. Ou l'amener au commissariat ou dans une brigade. Ça dépend de lui. Chacun sait comment il sort, monsieur Michel Gadjou. Chacun sait comment il sort de chez lui. Il aurait dû laisser dans le véhicule, ne pas toucher. Parce que lorsque vous touchez, vous faites un contrat, vous signez un contrat. Lorsque même vous dans le transport, monsieur Michel Gadjou, allez dans les zones des villages, vous allez voir. Lorsque vous mettez les bagages dedans, c'est que vous, on a dit Bassamba, vous avez des bagages. Lorsque vous arrivez, que vous êtes descendu, le chauffeur sort, il dit, oui, votre sac, voilà ça, prenez votre sac. Il ne porte jamais les sacs. Oui, votre sac, le voici, prends ton sac, tu pars. Il se rassure que c'est votre sac que vous avez pris. Les chauffeurs de ces bus ne touchent pas le sac que on va déposer. C'est les motorbans. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on prend des motorbans, on prépare le motorbans, en arrivant, on dit voilà mon sac, avant de porter, il y a des choses. Donc c'est pour vous dire que le transport, on a vu des gens parfois qui portaient des sacs de magie, des sacs de sorcellerie, des sacs. Vous ne savez pas ce que les gens transportent dans les sacs. Donc lorsque vous faites le transport, il faut vous prémunir. Vous prémunir d'un ensemble de choses. Et je vais terminer par la dernière, la toute dernière, le 11e, parce que les 10 commandements que vous avez entendus, c'est africain. Ceux qui ne le savent pas, qu'on voit dans la Bible, c'est africain. Mais plus un dernier, tu ne toucheras jamais la chose d'autrui. Ce qui ne t'appartient pas, ne touche pas. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous pour cet éclairage ce matin. Mais ça semble faire peur à Karine Santia. Non. C'est pas comme si c'était une histoire qu'on n'entend pas souvent. Maintenant, il y a des conducteurs de taxi qui commettent une erreur vraiment grave. Lorsque quelqu'un veut entrer dans votre véhicule et qu'il a un sac,
Je vois souvent les taximens rester dans leur taxi et à activer l'ouverture de la malle arrière. Mettez le sac. Non, faites plus ça. Ne faites plus ça. Vous devez sortir de votre véhicule, ouvrir vous-même la malle arrière et laisser votre usager introduire son sac dans votre malle arrière. Ne restez plus pour contrôler au moins ce qui entre dans votre véhicule. On voit souvent les conducteurs de taxi le faire et c'est de manière très inconsciente. Il ne faut plus le faire. Maintenant, on a quand même connu des gens qui avaient des véhicules et qui même parfois, avant de démarrer leur véhicule, mâchaient du jujube et aspergeaient dans le véhicule. C'est des pratiques, avant d'entrer. Entre autres, il y a des gens qui le font pour attirer le positif autour d'eux. Et je ne sais pas si ce monsieur le fait, certainement, c'est quelqu'un qui prend la vie tout simplement et ne pense pas qu'il peut exister du mal. Mais maintenant, je me questionne aussi sur la femme qu'il a à la maison. Comment une femme peut accepter que ce genre d'argent soit gardé dans la maison? Je ne comprends pas. Elle ne se pose même pas de questions. Donc, genre... Mais ils se sont dit qu'ils attendent... sur le plateau. Ils se sont dit qu'ils attendent qu'on communique dessus. Pourquoi? Le bantouisme, c'est à force. Non. Le sixième sens d'une femme, ou encore le bon sens, la raison en elle-même, est capable de vous interpeller sur un certain nombre de choses. Ça dépend de la moralité de la femme peut-être aussi, parce que... C'est pour ça que je dis, je me questionne sur cette femme. Parce que le principe est que quand quelque chose de nouveau entre chez vous, vous questionnez. Effectivement. Et dit, que ce soit l'argent ou n'importe quoi, même quand c'est un habit, même quand c'est un sous-vêtement, tu as acheté où? Ça vient d'où? Donc, tu n'es pas sûr que c'est une maîtresse qui a mis ça dans ta poche et tu t'es rendu compte qu'il faut que tu me trompes? Ah, dis donc. Donc, puisqu'on peut poser des questions sur les rouges à lèvres, sur la chemise et autres, on peut aussi poser des questions sur le genre de sac qui entre dans les maisons. Même si c'est le milliard qui est à l'intérieur, faites attention à ce qui entre chez vous. Faites très attention à ce qui entre chez vous. Parce que du moment où ça a traversé le seuil de votre porte, dites-vous que c'est capable d'amener tout chez vous, le bon et le mauvais. Ça pouvait même être que monsieur est entré dans le moukoigne et il veut jongler. Donc, il faut qu'elle pose la question. Mais il semble que quand la femme voit l'argent... Non, et vous voyez, c'est sûr que la femme a même gardé ça dans sa penderie. Vous voyez, dans sa penderie, l'endroit où elle cache ces choses vraiment précieuses. C'est quand même de l'argent. Pour que ceux qui entrent dans la maison, ou même si c'est un voleur, là où le trésor, ton cœur également y est. Ou même si c'est un voleur, il ne pourra pas voir. C'est son trésor là. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention. Maintenant, il commence déjà à avoir des mauvaises nuits et tout. Moi, Charles lui ont proposé des astuces. Maintenant, ça dépendra de ce en quoi il croit. Non, je n'ai pas proposé. Je n'ai pas proposé des astuces. Des prêtres. Oui, dans cette situation, lorsque vous êtes confronté à quelque chose d'incompréhensible et que vous n'êtes pas adepte de certaines pratiques, vous faites ce en quoi vous croyez. Vous priez. Si vous croyez en... Bouddha, Jésus, voilà, si vous croyez au dieu de Bantou, moi je ne sais pas comment il s'appelle, vous faites le dieu de Bantou. Voilà, le dieu de Bantou, vous faites non, il n'y a pas de croyance chez nous, il y a la connaissance. Vous allumez un feu, maintenant il faut le teindre de non, demandez simplement. Je ne veux pas parler, je te disais seulement, si vous êtes un Bantou, faites ça. Mais quand vous croyez, les Bantous n'ont pas de croyance. D'accord, excusez-moi. Voilà, bon, ok, si vous êtes un Bantou, ça veut dire que chez eux, là, c'est le désordre. Chacun est Dieu. Donc voilà, si vous croyez... la science, c'est pas le désordre. Si vous croyez dans la science Bantou... À la science. Parce que la science est Bantou. Ok, si vous croyez à la science selon Bombok, bon, faites comme vous voulez là-bas. Mais maintenant, si vous croyez en Dieu, si vous croyez que Dieu est Seigneur et que... Non, à Jésus, parce que c'est nous aussi qui avons appris au monde que Dieu existe. Finalement, les Bantous... Parce que vous voulez faire... Finalement, les Bantous... Oui, justement, les mots que vous utilisez ont un sens. Ce sont les Bantous qui ont appris au monde que Dieu existe. Donc vous ne pouvez pas dire si vous croyez en Dieu et penser que les Bantous ne croient pas en Dieu. Ce sont les Bantous qui croient en Dieu. Moi je parle des chrétiens. Voilà, à ce moment, dites donc chrétien, ne dites pas Dieu. Quand vous dites Dieu, vous me blessez. Puisque c'est moi qui ai appris au monde que Dieu existe. Sorry. Et vous voulez m'enlever de ce chemin. Non, c'est pas contre vous. C'est ce que vous avez dit. C'est contre moi. Non, ce n'est pas contre vous. Bon. Mais justement, je parle pour les gens avec lesquels on parle le même langage. Non. Oui. Quand il y a donc un Bantou, soignez le langage. Non, vous n'allez pas faire. C'est pas la dictature. Quand même. Non. Vous ne pouvez pas dire que si vous croyez au Dieu des Bantous, je vous dis, les Bantous n'ont pas de croyance, ils ont de connaissances. Maintenant, vous dites, si vous croyez en Dieu, ne faites pas. Non.
Ça veut dire Bon, vous n'allez pas me baiser. Je suis laissez chrétiens, Michel musulmans, mais quand vous Bonbon et sa fille Dominique Audrey. je n'admets plus les états de langage. Faisons bien. Lorsqu'ils étalent, On a passé le temps. Moi, je n'ai rien dit. Oui, effectivement. Oui, ça veut dire que vous avez mal dit. Lorsqu'ils étalent leurs préceptes, machin et autres, ce en quoi ils croient là, moi, je ne dis rien. Nous ne croyons pas, justement, vous venez encore de faire des choses qu'on ne dit pas. Il n'y a pas de croyance chez nous. Permettez. Quand vous êtes dans le cadre de langage, je suis obligé de rectifier. Oui, on va rectifier ensemble, Je rectifie. Alors, justement, on est dans un pays laïque et c'est Je suis dépassé. Oui, on est un pays laïque. Dites chrétien, musulman, mais quand vous dites Dieu, on est dans la laïcité. Non, mais vous voulez me vous parlez pour vous et vous laissez que je parle pour moi. Je ne m'adresse pas à vous. Sans me critiquer, à ce moment, je reprécise. D'accord, permettons. Alors, justement, sur la question, on va non, il évoluer. faut que les Bantous parlent, vraiment. Voilà, vous nous laissez donc Oui, parler. d'accord, parlez. À ce moment, vous dites Parlez. ayez la stature des chrétiens, je ne vous dirai rien. Dites que nous les chrétiens, voilà, je ne dirai rien du tout. Faisons bien. Mais quand vous dites, nous qui croyons en Dieu, vous m'excluez et moi qui vous ai montré Dieu, permettez. À ce moment, je suis obligé de réagir. Alors, c'est bien, c'est bien saisi. Je suis obligé. Non, c'est bon, c'est terminé. C'est bon, je vous en prie. Ça ne nous grandit pas. Oui, on va justement le dire. On est tous dans des croyances en réalité. Mais que chacun parle pour ceux en quoi il croit. Pourquoi lorsqu'on Yengel veut dire que pour Jésus, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui ne croient pas, vous ne pensez pas que les musulmans aussi peuvent avoir à redire pour ce qu'on ne mentionne jamais? Dites donc que les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, je ne dirai rien. On est dans un débat religieux. Si, il faut dans le sens. On n'est pas dans un débat religieux. On arrête là. On arrête, c'est bon, terminé. On va passer justement à la colère de ce matin, s'il vous plaît. La colère. Charles Amen Badiou, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la difficile cohabitation entre maire et chefferie traditionnelle dans la gestion du territoire. Comment comprendre ce flou qui existe tout autour des dispositions légales relatives à la gestion du territoire? Nous avons d'un côté la chefferie traditionnelle qui règne sur le royaume. Nous avons en face la République représentée à travers la mairie de la ville, la mairie de la commune d'arrondissement. Disposition légale précisant de manière claire le niveau de compétence d'une chefferie se trouvant au sein d'une commune ou d'une commune créée dans un groupement ou, si vous voulez, dans un royaume. Comment comprendre le silence de l'administration territoriale face à cette guerre sans fin? Ça ne va pas entre les chefferies dites de premier degré, les chefferies dites de deuxième degré et les collectivités territoriales décentralisées. Quand est-ce qu'un maire est censé savoir qu'il empiète sur le territoire cheffal? Qu'est-ce qui est patrimoine de la mairie, de la commune d'arrondissement, et qu'est-ce qui est patrimoine du groupement ou de la chefferie traditionnelle? La loi de 2019 portant code des collectivités territoriales décentralisées, sur laquelle s'appuient les maires au moment d'exécuter des projets, semble légère de l'avis des experts pour donner aux maires l'autorité nécessaire pour agir avec sérénité. Comment comprendre qu'on n'ait pas procédé à un état des lieux, des relations de coopération entre les acteurs détenteurs des principaux pouvoirs, services déconcentrés de l'État, chefs traditionnels, la commune, maires et conseillers municipaux? Comment comprendre toutes ces guerres mal cicatrisées entre maires, sous-préfets, chefs traditionnels,
conseillers municipaux responsables des services déconcentrés de l'État. Comment comprendre que les acteurs de la décentralisation n'aient pas pris la peine d'analyser les différents points à clarifier susceptibles d'être à la base de conflits ou d'obstacles entre les différents pouvoirs? Rappelons-nous qu'à une certaine période dans le Oncam, un maire était allé jusqu'à imposer qu'on organise des matchs à l'esplanade de la chefferie, chose qui avait créé un véritable désordre parce que la chefferie s'était sentie humiliée. Le maire a dit il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'argent, les enfants vont d'abord jouer à l'esplanade. Or, l'esplanade est sacrée dans le pays de l'Ouest. Comment comprendre qu'ils n'ont pas dégagé au moment de la préparation du code général des collectivités territoriales décentralisées les possibilités d'amélioration afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des prestations en direction des communautés? Comment comprendre que la mise en œuvre de certains projets se trouve le plus souvent plombée par l'opposition de l'une de ces institutions? Le cas du monument Oumniobe ici à Douala, au carrefour Ndjondjo, du monument de Faux Tchenkwemo, la destruction de la forêt sacrée de la chefferie Bamendine pour la construction d'un barrage et enfin la porte d'entrée du royaume Bamoun sont parmi les cas les plus marquants de ce conflit extraordinaire. À ce jour, la chefferie de Bamendine a vu ses lieux sacrés, sa forêt sacrée complètement détruite parce que pour bien d'utilité publique, on devait faire le barrage et les eaux devaient passer par là. Le chef aura beau tempêter, on a dit ça passera, force est revenue à la loi. Comment donc comprendre cette façon alambiquée de gérer le pouvoir dans certaines communes d'arrondissement? Des communes où le maire s'en fout du chef supérieur, des communes où le chef ou roi est tout puissant, ne donnant aucune possibilité au maire de travailler, des communes gagnées par l'opposition avec un chef supérieur de la majorité présidentielle, des communes où le sous-préfet de connivence avec le maire pour écraser le chef supérieur et vice-versa, sans que la loi à aucun moment ne protège les différentes parties ou ne soit claire. Comment comprendre le fait pour certains maires de ne pas associer la chefferie dans l'ensemble des réalisations des projets qui empiéteront sur l'espace cheval? On se rappelle il n'y a pas longtemps que le maire avait pris sur lui de faire descendre dans la zone de Bangou, plus précisément à cheval, entre 3 villages, découvrir à des touristes un lieu sacré étrange où le roi n'y va qu'à sa sortie du Lakam. Il a fait descendre dans cette chute, ce lieu sacré qui n'était autre qu'une chute, il a fait descendre des touristes qui ont profané le lieu. Il a pris sur lui d'encaisser de l'argent, permettez-moi de le dire trivialement. Lorsque le chef s'est rendu compte, il a voulu s'élever, on lui a fait comprendre que cela revenait au patrimoine de la mairie. Qu'est-ce qui est patrimoine de la mairie et qu'est-ce qui ne l'est pas? Cette question n'est pas encore résolue. Dans tous les cas, comment comprendre que la somme d'arguments brandis par l'institution communale, s'appuyant sur les dispositions du Code général des collectivités territoriales, décentralisées pour démontrer l'importance participative des différentes institutions, trouve toujours des blocages, avec à chaque fois des notes envoyées au ministre de l'administration territoriale, des notes envoyées au sous-préfet, des notes envoyées au préfet, et dont les arbitrages parfois viennent de la présidence de la République. La présidence, quelle place occupe-t-elle dans la gestion du patrimoine communal ou alors cheval? Autour de la gestion de ces territoires, madame, messieurs, comment comprendre effectivement cette difficile cohabitation entre autorités traditionnelles et autorités municipales aujourd'hui au Cameroun? Mais une question évidente était posée par Charles Mathieu sur ce plateau à travers cette colère. Comment comprendre surtout le silence du ministère en charge de l'administration territoriale face à ces conflits permanents? Qu'est-ce qu'on peut en sortir et qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément de compréhension, Bombok, surtout dans ce silence du MINAT aujourd'hui? D'abord, il y a une fausse organisation administrative au Cameroun. Lorsqu'on n'a pas voulu négocier l'entrée des royaumes dans la République, j'ai dit bien on a refusé
Non, l'entrée de la République dans les royaumes, peut-être. Non, des royautés, les royaumes précèdent la République. Effectivement. Voilà, donc les royaumes sont là. Comment négocier leur entrée dans la République naissante du Cameroun? C'est ça qui n'a pas été fait. Oumnobé l'a proposé à plusieurs reprises, on n'a pas voulu l'écouter. Et la conséquence, c'est que l'État du Cameroun est né par un décret français en avril 1957. C'était suite à la loi cadre, le vote de la loi cadre qui parlait de l'autonomie interne en décembre 1956. On n'a pas voulu le faire et nous en sommes là. Maintenant, la fausse organisation administrative, au départ, on vous dit les arrondissements, bon, ce n'était pas écrit comme ça, mais dans la pratique, c'est ça, et que les arrondissements seront calculés sur la base des chefferies de premier degré. Parce que d'abord, la notion de chef traditionnel auxiliaire d'administration nous vient des Allemands à partir de février 1885. Donc, quand on veut donc faire comme ça, même ça bloque. On vous se rend donc compte que certains chefferies de premier degré érigés par eux-mêmes, on a commencé à les réduire en deuxième degré. Maintenant, les chefs de troisième degré qui constituent les villages et les quartiers, au bout de 3-4 peuvent constituer un groupement de deuxième ou de premier degré selon l'appréciation de l'administration territoriale, bien entendu. Donc, on se trouve donc dans une situation embarrassante. Maintenant, nous avons deux types de sociétés au Cameroun. Nous avons des sociétés féodales, le Grand Nord et le Grand Ouest. Maintenant, le reste du pays n'est pas une société féodale, est organisée d'une autre manière. Là-bas, les autorités traditionnelles n'ont pas voulu joindre les deux orientations. Eux, ils disent, parce que dans leur pratique sociétale, personne ne peut les commander, surtout un étranger. Dans les deux sociétés, ils ont donc jumelé les deux. Ils sont chefs traditionnels auxiliaires d'administration, mais également autorités traditionnelles, dont représentants des ancêtres. L'embarras, j'allais dire l'ambiguïté ou alors la difficulté rajoute à la première difficulté parce que ça n'a pas été négocié au départ. On se trouve par exemple, si nous sommes à Douala Premier, en principe, Akwa devait avoir son arrondissement, Deido devait avoir son arrondissement, le canton Bel devait avoir son arrondissement. Or, nous sommes dans un même arrondissement qui a 3 chefs de premier degré. C'est déjà une incongruité dans l'organisation administrative du pays. C'est une incongruité. Maintenant, on regarde le reste du pays. Ça rajoute donc, maintenant on revient avec ce que vous appelez décentralisation. Où on veut maintenant intégrer le chef traditionnel auxiliaire d'administration dans la pratique de la République qui est là, qui est déjà fausse au départ. Vous voyez qu'on est obligé de faire 2 collèges à ce niveau. Vous avez vu, les citoyens ont leur collège, ils vont élire leurs représentants au conseil régional. L'autorité traditionnelle a son collège à lui. Et est-ce que l'autorité traditionnelle a vocation à être président de région dans l'organisation qu'on a? Apparemment non. Vous voyez, ça rajoute ambiguïté sur ambiguïté. Maintenant, on se trouve dans la pratique telle que c'est ceux qui ont le décret qui commandent. D'abord, un sous-préfet qui vient, il a un auxiliaire d'administration qui peut être deuxième ou premier degré. Il fait comment? Or, c'est lui qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Mais lui, il ne connaît pas les limites des familles dans l'unité administrative qui a la charge de diriger. Voilà. Les problèmes s'en rajoutent encore. Et l'autorité traditionnelle qui est là, on ne l'associe pas. C'est le délégué de la charge de l'agriculture, de l'urbanisme, de ceux-ci qui vont vous dire qui était le premier à mettre en valeur cette terre. Or, cette terre-là, il peut avoir été dépossédé parce que lors de la guerre d'indépendance, on faisait ce qu'on appelle la politique de regroupement. On vous enlève dans vos villages d'origine parce qu'on veut vous parquer le long de la route. Vous êtes venu peut-être à un endroit qui ne vous appartient pas au départ. L'indépendance, j'allais dire factuelle arrivée, vous voulez rentrer, il n'y a pas les commodités d'usage, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Donc,
vous commencez à vivre comme ça dans, j'allais dire, le public. Pour ceux qui sont rentrés, ils peuvent rentrer. Et là-bas, puisque vous ne pouvez plus constituer un chefferie de premier ou de deuxième degré, on est obligé de vous faire, par exemple, chefferie de troisième degré sous la coupole de notre chefferie dont vous n'avez pas les liens. Difficile cohabitation. Donc, oui, voilà les problèmes que nous... Et justement, pour relancer mon Bengan, c'est dans un schéma tout à fait particulier, on se rend compte là que l'on tente de tout faire pour faire disparaître la chefferie traditionnelle aux grandes dames de, on va dire, de la République, qui veut totalement écarter la chefferie traditionnelle. Absolument. C'est ça d'ailleurs, merci d'avoir relevé ça. Et quand je le dénonce depuis 2008, en novembre 2008, lorsque le chef de l'État sort ce décret qui fait du sous-préfet son représentant, du préfet son représentant, du gouverneur son représentant, ça veut dire en quelque sorte que vous ne valez rien. Donc la République s'est accaparée de tout. Et dans ce conflit, je vous en prie mon bord, et dans ce conflit justement, il y a quand même que l'autorité traditionnelle est à la tête d'une communauté. Et cette communauté justement a ses us et coutumes, a ses terres et a ses propriétés. Oui. Il n'y a que le maire, si on va le dire ainsi, ou même l'autorité administrative en place, veut contrôler la localité à travers justement les textes de la République mis en place. Alors, difficile cohabitation, qui peut trancher de votre point de vue? C'est une constituante. Il faut que les Camerounais, d'abord ce décret français auquel je fais allusion, avait dit à son article 2, parce que eux-mêmes les Français savaient qu'il y aura une difficulté. Oui. Ils ont dit à l'article 2 que le jour où les Camerounais décideront de l'orientation de leur État, ils pourront le faire ensemble. Donc en fait, il s'agit de faire une assemblée constituante. Mais le pays est suffisamment morcelé. Oui, les communautés sont tellement segmentées. Nous donc. Comment donc ramener cette unicité et repenser fondamentalement les royaumes au Cameroun ça revient au débat qui nous oppose ici sur Dieu. Nous les Africains, nous voulons qu'on cause et qu'on donne la même signification aux mots qu'on utilise. C'est tout. Donc on organise une assemblée au Cameroun où on va dire voilà l'orientation que nous souhaitons pour l'État du Cameroun. De la même manière, parce que aujourd'hui, quand vous avez entendu, quand nous parlons de Dieu, on veut exclure les Bantous de Dieu, alors que c'est eux qui ont abouti. Vous savez, ça c'est des petites choses qui apportent des clivages. Nous avons parlé tout à l'heure de Femme Ndongo, qui ne veut pas les ministres du culte, qui enseignant dans les universités. Voilà les clivages. Et maintenant, que font-ils des imams qui viennent là-bas? Est-ce que le recrutement dans les universités d'État tient compte du fait que tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es ceci? Pas du tout. Donc, la République doit se réconcilier avec tout le monde. Donc, c'est ça qu'on appelle la réconciliation de l'État et de la nation. Les citoyens doivent se retrouver auprès des institutions qui sont censées encadrer leur épanouissement. D'ailleurs, s'ils ne le font pas, les citoyens ne seront pas épanouis dans cet espace. Si vous ne faites pas la politique, madame, monsieur, la politique va vous faire. Puis des cales va vous broyer. Comment comprendre aujourd'hui, on le dit, cette difficile cohabitation entre les populations, si vous voulez, entre les chefferies traditionnelles et les mairies aujourd'hui? Prenons ce qui se passe en ce moment dans le département du Onkam, notamment au niveau de Pachi, où on sait que il y a 2 semaines déjà, il y a une situation assez grave de ce côté-là, entre l'autorité municipale et la chefferie traditionnelle, y compris les communautés en place. Qui doit gouverner qui doit justement s'imposer et à quel niveau? En regardant ce qui se passe aujourd'hui à Fumban, entre le sultan Bonbon Djoya et la mère Toumanio Ndam Djoya, comment comprendre la place des uns des autres? Qui est censé trancher quoi et comment? Comment peut-on justement créer une réelle cohabitation qui ne soit plus difficile et permettre aux Camerounais de pouvoir jouir de chaque espace, on va dire de chaque territorialité? Merci de rester sur Equinox Télévision.
Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci de rester sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit également avec votre accompagnement. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous regarder et à nous envoyer plein de messages. Merci pour vos critiques constructives. Nous croyons que chaque jour qui passe, nous allons nous améliorer pour le plaisir, bien sûr, des millions de téléspectateurs que vous constituez pour la chaîne du peuple aujourd'hui. Mais avant de continuer dans la colère exprimée par Charlamel Bachou, il y a un moment concernant effectivement la difficile cohabitation entre les maires et les chefs traditionnels aujourd'hui concernant cette territorialité. Face au silence du ministère en charge de l'administration territoriale au Cameroun, on va quand même donner cette petite information concernant Maître Dieudonné Api, souvenez-vous, qui a été à la tête de la Fédération camerounaise de football et qui a été lui aussi un des chantres concernant la réhabilitation de cette fédération. Il faut bien sûr le dire, Maître Dieudonné Api vient d'être désigné comme président de la commission électorale de la CAF. Et bien sûr, cette information est tombée hier soir. Ancien président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, Maître Dieudonné Api aura la lourde charge, bien sûr, d'organiser les élections des membres du comité exécutif et du président de la CAF qui auront lieu le 12 mars à Rabat au Maroc. Avec tout le respect que nous devons bien sûr à Maître Dieudonné Api, quand même, on se demande comment s'est passée la normalisation aujourd'hui, quelle appréciation peut-on en faire avec la normalisation faite de 100 ans, beaucoup peuvent l'apprécier, mais est-ce qu'il a laissé une fédération camerounaise de football dans une bonne situation aujourd'hui? Comment peut-on toujours comprendre qu'il y a des contestations avec l'élection, l'exécutif actuel qui en réalité n'est plus censé y être après les décisions du TAS aujourd'hui, même si la FIFA les impose véritablement, et quand on sait bien évidemment qu'il y a une autre organisation menée et conduite par le professeur, le sénateur Albert Mbida. Aujourd'hui, il est important quand même de se poser des vraies questions. Comment n'avoir pas véritablement organisé une vraie élection au niveau de la Fédération camerounaise de football et être porté cette fois-ci au sein de la Confédération africaine de football? Tant de questions, mais qui nous amène à nous poser la vraie question: peut-on faire confiance à la politique du football sur l'échelle continentale aujourd'hui? Merci à vous. Karine Santia, nous posions bien sûr des bonnes questions encore sur la difficile cohabitation entre les maires et les chefferies traditionnelles. Mais surtout, on se rend compte qu'au niveau de l'extrême nord, du nord même, il y a des chefs là-bas qui sont super puissants et ne se laissent pas justement commander par l'autorité municipale. Par contre, à l'ouest Cameroun précisément, on a l'impression que les chefs là-bas sont des laissés pour compte et se font commander. Oui, ça se passe surtout quand vous avez un étranger qui arrive chez vous et veut vous récupérer votre maison. Donc vous accueillez quelqu'un chez vous et puis vous lui donnez à manger et à boire et après il veut récupérer votre maison. C'est ce qui se passe en fait avec le problème lié aux collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte que ce soit avec les mairies ou bien l'administration, il y a un gros problème entre eux et elles et les chefferies traditionnelles. Je m'explique. L'article 250 et l'alinéa 3 du Code de la décentralisation établit que les compétences d'intérêt communal visent les projets relatifs à la proximité et à la vie quotidienne des habitants, les infrastructures et autres. Ça veut dire que le maire a pour responsabilité d'aménager le territoire dans lequel il officie. C'est-à-dire que la construction, par exemple, des routes, des édifices publics et autres. On peut avoir, par exemple, comment on appelle ça, les bibliothèques municipales et autres. Mais lorsque vous voyez dans nos communautés, ce sont des activités qui étaient d'antan dévolues aux chefs traditionnels. C'est les chefs traditionnels qui assuraient la vie quotidienne des populations à travers ce genre de choses-là, qui organisaient des événements pour entretenir socialement et culturellement leur environnement. Maintenant, avec la venue des mairies, on se disait, en fait, nous, les populations, on s'est dit qu'il devait y avoir une collégialité, une communion entre ces deux entités pour que la vie sociale soit un peu plus agrémentée et un peu plus dynamique. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a
très vite eu un conflit entre l'élu local et la personne qui jouit d'un pouvoir traditionnel, parce que depuis 1963, la Cour suprême au Cameroun a jugé que partout où il y aura un conflit entre le légiféré et le traditionnel, le légiféré va l'emporter sur le traditionnel. Pourtant, il y avait quand même des normes qui pouvaient être établies pour équilibrer les rapports sociaux. Donc, mais là, justement, si vous permettez, justement, la norme voudrait dire quoi? C'est que les lois doivent prendre leurs ressources dans le vécu, dans l'organisation sociale, les us et coutumes. Ça, c'est la norme. Oui, ça, c'est mais la là, norme. ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'elle veut dire là tout à l'heure. Pour qu'on parvienne à une vie d'épanouissement des citoyens, c'est là que ça devait aboutir. Voilà. C'est pour ça que je vous rappelle souvent comment nos lois sont source de conflits. Au niveau, comment on peut permettre qu'on porte plainte à un homme alors qu'on veut épouser sa femme. Donc on peut mettre sa fille. Voilà, on met quelqu'un en prison, on épouse sa fille parce que vous avez estimé que la dot est exagérée. Vous voyez, ces choses, ça vous paraît bénigne, mais c'est ça qui est dans l'esprit. C'est ça que Karine voulait expliquer là. Comment parvenir à un consensus pour que tout le monde puisse s'épanouir. Mais justement, Karine, dans les études, en écoutant, en observant, est-ce qu'on ne peut pas se demander si la population elle-même, parce qu'on a le sentiment que ceux-là qui élisent, les maires, les adjoints, etc., parfois même ne sont pas au courant des responsabilités que ces derniers sont censés justement mener au niveau de la territorialité. Est-ce que les populations, c'est vrai, on me demandera comment, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas décider et trancher une fois? Parce que finalement, on se rend compte que la République nous éloigne de plus en plus de nos éléments. En fait, il y a une volonté hein, d'absorption des chaufferies traditionnelles dans la République. Et c'est ça que vous. Et le peuple ne peut pas trancher. C'est pour cela que vous voyez tous ces conflits. Le peuple peut trancher s'il connaît de quoi il s'agit en fait. Donc, s'il sait qu'il y a absorption et s'il reconnaît en fait le pouvoir des chaufferies traditionnelles. Mais dites-vous bien que le peuple qui est représenté par les élites est manipulé et utilisé. Ça fait qu'on n'arrive pas à comprendre en fait dans quel côté est-ce qu'on se situe. Si vous voyez aujourd'hui qu'un chef traditionnel est capable d'être maire de sa commune, ça va causer généralement une uniformisation dans l'action. Par contre, lorsque le chef traditionnel, la chefferie traditionnelle est comprise dans la chefferie traditionnelle par exemple de deuxième degré, est comprise dans une commune, ça crée maintenant un conflit. Parce que à côté du chef traditionnel qui est de deuxième degré, il y a un maire qui est dans la commune. C'est un conflit complet qui se crée parce qu'il y aura un conflit de pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Noun parce que Madame le maire estime que c'est elle qui a le pouvoir sur la construction des édifices publics dans cette localité. Par contre, le chef traditionnel sait que c'est des édifices historiques qui doivent être entretenus et protégés par le chef traditionnel. Comment est-ce qu'on fait pour s'entendre et mener à bien les actions qui profitent aux populations? On n'arrive pas à trouver le consensus. Est-ce que c'est pas ce genre justement de conflit qui arrange le régime en place, vous voit davantage divisé, tellement vous êtes divisé que vous n'entendez pas, que le régime justement revient en sapeur-pompier vous dire « je suis le sapeur-pompier, tout viendra de moi, j'ai la solution » et voilà, on vous renvoie toutes les bénédictions et toutes les gloires. Oui, malheureusement ou bien heureusement, parfois ils envoient ils envoient des gens en mission pour pouvoir mettre mal à l'aise ces chaufferies-là. Aujourd'hui, la plupart de nos chaufferies traditionnelles offrent un spectacle désagréable au vu des populations. Souvenez-vous, à Bafoussam, c'était en 2019, lorsque le chef, c'était Sa Majesté, c'était le chef de Bafoussam. En 2019, voilà. Oui, en 2019, où on voulait détruire un édifice, la mairie voulait au niveau d'un édifice faire des aménagements. On a dû sortir les gros bras. C'est pas les gros bras, c'est une société. Voilà. À l'entrée, c'est l'entrée. Lorsque vous allez à Bafoussam, il y a la chaufferie à la face avant, il y a des boutiques, la chaufferie. Voilà. En avant, on voulait casser pour procéder à l'aménagement de l'axe routier là-bas. Oui, donc à ce moment-là, on a fait sortir l'armée parce que vous savez que les chaufferies, avant l'entrée dans la République, c'était des petits pays avec tout ce que ça comporte. Il y a la caste de l'armée, les médecins, on a. Donc pour ceux qui pourraient étudier ça, les sociétés secrètes, peut-être en pays bamileke, vous découvrirez que c'est un petit monde là-bas. Bon, ça c'est pour ce que moi j'ai appris de ce côté-là. Donc on est confronté aujourd'hui à cette jeune génération qui est allée à l'école,
personne qui est instruite, qui a développé l'esprit critique, mais malheureusement, l'implémentation des acquis intellectuels sur le terrain coince. Ça coince parce que lorsqu'ils arrivent, ils ont un complexe de supériorité sur les chefs, sur les chefs malheureusement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour avoir un mandat qui sera étincelant, on a besoin de ces chefferies-là, puisqu'on a des populations qui sont assujetties à leur chef. On obéira facilement à son chef qu'au maire, parce que le chef a un certain poids. On fait plus allégeance au chef qu'au maire. Voilà, dans certaines contrées, oui, on fait plus allégeance au chef qu'au maire. Il n'y a pas de conflit à avoir entre ces deux catégories. C'est un peu comme si vous venez à Baganté chez moi et comme me disent que ne face à Ndjimoli Pokam Sédou et l'actuel maire, il va falloir faire un choix. Mais je ferai totalement allégeance à mon chef parce que c'est mon chef. Naturellement, mais il n'est donc pas question qu'on mette les deux sur une balance parce que les responsabilités sont différentes. Le maire, c'est une élection qui le met à ce poste-là. Pourtant, le chef, c'est autre chose. Donc, si les maires veulent effectivement avoir de bons mandats, entrer dans l'histoire en ce qui concerne le pays, ils devraient travailler avec les différents chefs. Un peu comme on le voit à Fumban, c'est pas très beau. C'est pas reluisant de voir ce genre de spectacle-là parce que non seulement on montre à la face du monde que les chefs ne représentent absolument rien et à côté de ça, on jette l'opprobre sur la fonction de maire aujourd'hui. D'aucuns, les prochains viendront certainement en disant comme on est maire, on a un petit président, on a en dessous, puisque au-dessus de nous, on a d'autres personnes, en dessous de nous, on a des chefs et ce n'est pas beau. Ce qui est même curieux en réalité, Dominique Audrey, c'est qu'au-delà de ce conflit, puisque vous l'évoquez, entre l'autorité municipale et le maire, moi je reviens avec l'autorité cette fois-ci administrative, c'est-à-dire que le préfet, le sous-préfet. Moi je ne comprends pas, et vous me permettrez, avec tout le respect que je dois bien sûr aux téléspectateurs, qu'il y a un petit village, un tout petit village dans le Ndé qui s'appelle Babou. Babou 3 qui n'a pas de chef simplement parce que le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, c'est-à-dire le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du département du Ndé, le sous-préfet justement de l'arrondissement justement de Banganté, et il n'y a pas de chef là-bas parce que eux, ils ont décidé, autorité municipale, qu'il n'y aura pas de chef là-bas pour le moment. Et parce qu'il y a une élite, effectivement, qui est ministre de la localité, qui est ministre, qui est originaire local. Je dis une ministre, pas dire un ministre. Une ministre bien connue, ancien maire. Oui, c'est compris. Ancien maire, qui choisit justement de cogner des têtes, effectivement. Mais alors, là, on parle de processus. Mais non, on parle de difficile cohabitation. Vous êtes le chef d'une communauté reconnue par la communauté. Oui. Mais l'autorité administrative vous dit que vous n'êtes pas le chef parce que vous n'êtes pas reconnu par l'élite en question. Mais c'est une incongruité quand même. La société est déconstruite. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc, Charlemagne Bathiou, dans ce cas-là? Parce qu'il faudrait trancher. Le peuple dont j'appelle cette fois, à chaque fois sur ce plateau, parce qu'on est la chaîne du peuple, on est la voix du peuple. Qu'est-ce que le peuple, à travers sa voix, peut faire pour trancher ce type de litige et de conflit? Monsieur Michel Ngachou, il ne faut jamais dîner à la table du diable. Même avec une longue fourchette. Même avec une longue fourchette. Merci, Dominique Audrey. Et tous les chefs ont dîné à la table du diable. Ah oui, monsieur Michel Ngachou. Pendant que vous rongez les os, vous rongez les os sans vous rendre compte que c'est les os de vos pieds que vous êtes en train de ronger. Tous l'ont fait. Aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou, les chefs n'ont aucune valeur. Souffrez que je vous le dise. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou, que vous avez des individus lambda qui sont devenus chefs traditionnels. Ils sont très nombreux. Hein. Je dis des individus lambda. Dès qu'on a ouvert le processus, ils sont allés payer. On a cherché des endroits, on a dit bon, on te donne là-bas chef de 3e degré. Va prendre chef de 3e degré, tu restes là-bas. Vous avez tous des ministres qui ne sont même pas des descendants. La majeure partie qui ne sont même pas des descendants. Mais qui se sont retrouvés assis comme chefs.
Vous avez d'autres qui sont allés payer, permettez-moi, Non, c'est payer la je chefferie. voulais mettre un peu dans votre moulin D'accord, pour monsieur, saluer monsieur. justement la nouvelle intronisation de l'actuel recteur de l'université de Yaoundé 1, Soso Katondé. qui a été justement intronisé comme sur le 3e degré justement Avec le à Yabassi. billet, avec les camions de gendarmerie, avec tout ça, Voilà. face à une population qui avait elle aussi choisi un légitime. C'est incroyable. Ils sont venus avec tout ça et on sait comment ça s'est passé, malgré le fait Quelle que légitimité donc? les populations se sont fâchées. Les cas, on peut prendre des cas jusqu'à Yabassi, monsieur Michel Gatou. On peut prendre des cas où quelqu'un, parce qu'il a travaillé dans une structure, il a amassé milliards, il descend piétiner et s'arranger avec ses amis préfets, sous-préfets, chefs traditionnels, des chefs de canton pour qu'on lui donne une portion pour qu'il soit chef. Donc voilà là où on est arrivé, monsieur Michel Gatou. On est écrasé. Premier point. Deuxième point, la commune est au-dessus de la chefferie. Quand vous lisez l'implicite de ce code général de collectivité territoriale décentralisée, la mairie est au-dessus de la chefferie. Rien Tout sans à la fait. mairie. Quand vous le parcourez, la mairie est au-dessus. Ça suppose que les chefs n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Les chefs n'ont pas pris connaissance. Pas du La tout. mairie est au-dessus. Mais rappelez-vous qu'il y a eu un spéléologue, un spéléologue néerlandais qui a disparu dans la grotte de Lunglile. C'est à Bama, un spéléologue. C'est quoi? Les gens qui travaillent dans les grottes là, et tout, ils étudient des animaux. Ok, d'accord. Il a disparu dans cette grotte. La grotte de Lunglile, c'est à Bama. C'est la grotte aux chauves-souris, monsieur Michel Gatou. Dans cette grotte, il y a la chute aux 7 trônes où on intronise le chef. C'est là où on donne tous les pouvoirs au chef. Le gars arrive de son pays, il va voir le maire de l'époque, le maire lui signe l'autorisation pour exploration, descendez. Le gars arrive avec son équipe, il tend de leur corde, il commence à monter pour aller. On les intéresse, ça veut dire que monsieur, on a le papier de la mairie, c'est l'autorité. Ils vont. Et finalement, ils se perdent dans cette Ils sont plus sortis. Il a fallu qu'on fasse des rites, monsieur Michel Gatou. Pour trouver le cadavre. Que pas le cadavre, qu'on fasse des rituels. Parce que c'est là où le maire se souvient que il y a quand même un chef. Il est arrivé, il dit au chef que vraiment, on avait seulement, c'est que c'était parti ça, à gauche et à droite. Vraiment, voilà tes caisses de vin et tout. Vraiment, prends tes notables là, on tape là pour qu'il sorte. Il y a eu 2 camps qui se sont formés. On a dit au chef, mais attention, tu es en train de faire quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse que ce monsieur-là meure dedans. Ça nous Ça doit servir de leçon. Laisse que ce monsieur meure. J'ajoute encore de la haute moulin. Ça nous rappelle une belle histoire. Je suis élève au CS de Bassamba à l'époque. J'ai un enseignant d'histoire-géographie qui choisit justement de faire la chasse. Il va à l'endroit sacré de Banyarbo qu'on appelle justement Tchonchon. Tchonchon, c'est une espèce de chute d'eau dans... Il voulait nager. Non, il y va faire sa chasse en réalité, mais il ignore qu'à cet endroit précisément, c'est des endroits sacrés qu'on n'y entre pas. Il y a fait pratiquement 3 jours à tourner sur place. Il a fallu l'intervention de la chefferie pour qu'il puisse sortir de là. Je vais prendre dans ces cas pour dire que aujourd'hui, avec cette code, le chef, le maire peut se lever et dire que votre chef, votre forêt sacrée que vous dites là, je peux venir, je rase ça pour créer une école. Non, il dit même qu'il peut transformer sa forêt communale. Voilà, en forêt communale. Ouais. Donc, il peut se lever et il décide de le faire parce que c'est le patrimoine communal, monsieur Michel Gatou. Ouais. Lorsque vous arrivez dans ce lieu que je vous dis à Bangou, c'est un lieu hautement, et ce n'est pas n'importe qui arrive, vous allez trouver des calebasses qui tournent. Des calebasses, il y a des calebasses qui tournent à ce lieu. L'eau est calme, hein, mais des calebasses tournent. Vous avez des canaris qui tournent. Il n'y accepte pas n'importe qui. Mais on donne l'autorisation. Allez-y, c'est le patrimoine communal. Vous avez le pic de Tcham. Détruisez. Depuis que vous parlez, on attend qu'il neige à Tcham. Posez la question au commun du monteur à Tcham, ce qu'il allait voir. C'était des phénomènes qui n'étaient réservés qu'à la chefferie. Vous vous rappelez, on a commencé à créer centre Batati de Tcham, centre de ceci. Des gens, on a ouvert cet aspect, on a dénaturé. La mairie doit composer avec le patrimoine chefal. Lorsque vous arrivez entre Baroque et Bacon, il a fallu avoir un cas tout récemment, M. Michel Gatou, où vous avez des gens qui sont partis de loin, ils arrivent pour pouvoir faire, parce qu'à ce niveau, on appelle ça le carrefour du sang. C'est le carrefour du sang, où on a tué avec Baroque et Bacon, on a tué là-bas presque 700 individus ont été tués par les Blancs à l'époque parce qu'ils voulaient traverser. On a dit, monsieur, vous ne passez pas ici. Les populations se sont opposées. Les gens viennent pour faire des rituels, ils veulent organiser. On dit non, vous n'avez pas demandé la manifestation. La mairie n'a pas été informée. Ça, c'est...
on est venu empêcher. Donc, regardez ces conflits. Lorsque les chefs ont sorti, on dit, monsieur, vous êtes d'ailleurs membre du MRC, vous êtes ceci. Il a fallu que les chefs sortent de la carte de militants. Mais regardez jusqu'où on est en train d'arriver dans un pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce paradigme? Il faudrait que les chefs récupèrent leur position. Il faut sortir les abeilles. Mais on connaît les entrées. Lorsque vous arrivez, il y a des villages aujourd'hui. Je vais vous dire, permettez-moi que je vous dise, je prends un village comme le village Babichoua. Le village Babichoua était un village de premier degré. S'il faut construire comme un village de premier degré, disons-le concrètement. Il y a eu des coups dans l'histoire, lorsque vous parcourez, il y a eu des coups dans l'histoire où on a monté, parce que c'était des peuples vigoureux, des peuples de guerriers, on a monté des coups où les Allemands sont arrivés parce qu'on a accusé qu'ils ont tué, ils ont eu à tuer un responsable, on a monté des coups pour venir raser. Vous partez aujourd'hui à Babichoua, vous allez trouver les espaces encore noirs où on a versé du napalm. Ils se sont arrêtés, c'est ce que Bob disait, on s'est avancé, on a retourné le village, non, le village ne mérite pas ci, ne mérite pas ça, alors que les fondements font de toute cette zone comme étant une propriété. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, même l'histoire, ils se sont battus pour tronquer l'histoire. L'histoire était tronquée à de nombreux niveaux, et quand ils se retrouvent, vous allez vous rendre compte que on dit, tu es là assis, c'est parce que tu étais traître, c'est parce que vous avez monté des coups que vous êtes assis là. Mais entre les différentes chefferies, expliquez-moi, comment Lok-Bessou est une chefferie de 3e degré, monsieur Michel Ngachou. Lok-Bessou, grand, qui va jusqu'à Ndokama, à Yabassi, un grand territoire qui va jusqu'à Ndokama, est 3e degré. À l'intérieur, on crée encore des chefs de 3e degré qu'on installe. Quand il veut parler, on dit que 3e degré par la 3e degré, toi qui es, nous on est au même pied, alors que c'est lui le patron. Donc, je vous explique pour que vous compreniez qu'il est temps que les chefferies reprennent et que la mairie qui décide d'avoir un patrimoine dit vraiment, nous, tout ce qui vous concerne, il y a quoi? On va dire il y a la grotte de Lumtoubou, il y a les tranchées, il y a ceci, bon, d'accord. Nous, est-ce qu'on peut aménager telle zone? Est-ce qu'on peut transformer cette zone en ceci? Voilà. Je vous ai dit qu'à l'ouest, quelqu'un est allé jusqu'à dire qu'on transforme l'esplanade de la chefferie en stade de football. Amen. Difficile cohabitation justement entre maires et autorités traditionnelles aujourd'hui au Cameroun. Mais ce qui est dommage, c'est que l'ouest du Cameroun semble être, on va dire, une région où les chefs sont assez laxiste, mais Chalamem, tu l'as très bien dit, lorsque vous avez dîné à la table justement du diable, même si avec une longue fourchette, vous êtes justement tenu de respecter le code, comme on dit très souvent au quartier. Va-t-on justement sortir de l'ornière? Va-t-on justement se détacher de l'administration? Et comment comprendre l'attitude des maires en réalité qui devraient aujourd'hui respecter l'autorité traditionnelle, respecter la territorialité et les éléments qui doivent se mettre en place avec ces derniers? Il est important justement de le dire, madame, messieurs. Nous vous interpellons. Dans un instant, on marquera certes une pause, mais il va falloir, avant ce moment, revenir sur cet élément, dire que des infos qui tournent autour de nous, on en parlera. Le temps que tout se mette en place, Charles Membachou. Bon, moi, je confie ça. Monsieur Michel Ngachou, je peux relancer sur un petit élément. Bon, on pourra peut-être réagir là-dessus. Oui. Que font les chefs de leur pouvoir mystique? Monsieur Michel Ngachou, je pose la question. Ça va être taquin. Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir mystique? Au Nigeria, monsieur Michel Ngachou, vous allez voir Olusegun Obasanjo, vous allez voir Babangida, vous allez voir, lorsqu'ils vont rencontrer leur chef, bien qu'il soit président, ils se couchent. Pour parler, faire signe d'allégeance chez les Yoruba, chez les Igbo, on se couche à même le sol. Lorsque vous partez chez les Agni, chez les Bété, chez les Guéré, lorsque vous allez toute la lignée du groupe Akan dans la zone du Ghana, monsieur Michel Ngachou, vous allez vous rendre compte que le roi est au-dessus parce qu'on vient prendre. Il n'y a qu'en Afrique centrale où je vous dis que c'est l'Afrique centrale est d'une curiosité planétaire où les chefs, oui, les civages mentaux, où les chefs, c'est les populations. Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir mystique, Maman Benga? Non, rien, parce que le chef ne veut pas, il y a des richesses que d'hommes, il ne va pas mettre la main à la joue parce qu'il veut démonter son pouvoir en mangeant ses enfants. Mais chaque fois qu'il le fait, il est mangé, lui, par contre. Non, voilà ce qui se passe. Ça a commencé avec Djoumissi Mathias, quand il prend la tête de l'Union des populations du Cameroun. Parce que j'entends aussi ça. Oui, le chef a perdu quand il est entré en politique. Le chef a toujours été un homme politique, un homme d'État. L'Onkungang, c'est l'armée. Tout comme l'Ongé chez les Bassa, tout comme... C'est ça son armée. Donc le chef a toujours été politique. Maintenant, lorsque le chef, avec la politique des Blancs, comme on peut dire, arrive, les chefs ont choisi, pour le cas du Cameroun, l'UPC et ont orienté les enfants.
la répression a commencé. Djoumessi Mathias est le premier président de l'Union des populations du Cameroun. Il ne s'en cachait pas. Parce qu'il faut donner à son peuple les bonnes orientations. Et l'UPC ayant été défaite sur le plan stratégique, on a donc créé des chefferons, des chefaillons. On a créé des chefaillons qui ne valent rien et ça donne une autre coloration. Par exemple, toute la Sangha maritime n'a qu'un seul de premier degré. Un seul, c'est EDA. EDA premier, le canton a dit. Voilà. Si vous voulez, on va revenir dessus. On va revenir, c'est très important parce qu'en réalité, il faut saluer, on va dire, les autorités traditionnelles, mais surtout demander le comment d'une réelle cohabitation, d'une réelle entrée surtout de la République dans les royaumes aujourd'hui. Marquons une pause, madame, monsieur, allons saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Il nous vient là ce matin avec 1001 tapis. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Bachou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je reviens cette semaine, ce mercredi matin, pour parler des magasins 1001 tapis. Tout d'abord, je commencerai déjà par rappeler à tous ceux qui vont faire les achats pour le compte de ce jour, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, quel que soit votre pays, dès que vous faites un achat, ce mercredi au magasin 1001 tapis, vous recevez gratuitement un gel désinfectant parce que le concept Salaka combat également le coronavirus. Donc, tous ceux qui vont faire les achats au magasin 1001 tapis recevront gratuitement un gel désinfectant, quelle que soit votre ville, quel que soit le quartier. Commandez dès à présent et recevez gratuitement un gel désinfectant. Nous restons toujours dans la sécurité sanitaire pour rappeler également à tous nos téléspectateurs que les thermoflash sont de retour au magasin 1001 tapis. Vous les avez à des prix vraiment les plus bas. Les grands thermoflash, les thermoflash d'origine, vous les avez au magasin 1001 tapis. Et quand vous achetez un thermoflash, on vous donne gratuitement un fer à vapeur. Ce n'est pas tout. Ceux qui ont besoin d'avoir une idée claire sur leur état de santé en matière de tension, vous avez également des tensiomètres de très bonne qualité, des tensiomètres d'origine, des tensiomètres arrosés de 1 an de garantie. Vous les avez en vente au magasin 1001 tapis à des prix vraiment les plus bas. Et quand vous achetez un tensiomètre ou alors un thermoflash, vous recevez gratuitement un fer à vapeur neuf dans le carton, tout en rappelant à tous les clients, vous avez droit à des gels désinfectants pour le compte de ce mercredi du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par les tapis de qualité. Regardez bien sûr la beauté, regardez l'élégance, regardez le design. Vous les avez à 14 000 francs. Un tapis d'origine turque pour embellir votre maison, que ce soit la chambre, que ce soit le salon, que ce soit le bureau. Vous les avez à 14 000 francs. Des tapis neufs dans leur emballage au magasin 1001 tapis situé en plein cœur de Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus des magnifiques robot mixeur de balles. Il vous permet d'écraser les condiments secs, les condiments frais et même les fruits. Vous l'avez à 11 500 francs. Ce magnifique robot mixeur au magasin 1001 tapis. Le seul magasin qui vous permet d'acheter un robot mixeur de balles à 11 500 francs. C'est au magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus d'un magnifique fer à vapeur. Pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur neufs dans le carton à 6 500 francs. Un magnifique fer à vapeur neuf. Je rappelle que le stock, il est très limité. La promotion ne mettra pas long. Donc, venez au magasin 1001 tapis et achetez un fer à vapeur à 6 500 francs. On parle également de plus en plus d'un woofer. Pour ceux qui ont besoin de se détendre, pour ceux qui ont besoin de danser à la maison, pour ceux qui ont besoin d'écouter la radio Equinox, vous avez un woofer avec 3 baffles, télécommande, sortie USB, port carte mémoire. Vous l'avez à 33 000 francs. Un woofer avec télécommande qui a la radio, qui vous permet d'écouter la très bonne musique à 33 000. Les régulateurs de tension numérique. Je sais qu'il y a les régulateurs un peu partout, mais les régulateurs vendus au magasin 1001 tapis sont les régulateurs d'origine, sont les régulateurs avec garantie, sont les régulateurs de très bonne qualité pour la sécurité de vos appareils. Vous les avez à partir de 15 000 francs, un régulateur neuf dans le carton avec garantie. On parle également de plus en plus d'un laptop Core Audio. Les examens, c'est pour prochainement. L'école est en cours, alors les parents, les élèves et même les revendeurs, vous
avez un laptop à 74 000 francs, nous sommes le seul magasin au Cameroun en ce moment qui vous permet d'avoir un laptop d'origine à 74 000 francs. Ça, c'est du jamais vu. Avec lecteur DVD, Wi-Fi, Bluetooth, 2 Go de RAM, vous l'avez à 74 000 francs. Un laptop corps de Dio avec garantie. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, les bouilloires en inox, que ce soit pour le bébé, que ce soit pour le café, que ce soit pour faire le tapioca, l'eau chaude, vous avez une bouilloire électrique qui vous permet de bouillir de l'eau en quelques secondes. Vous l'avez à 6 000 francs, une bouilloire en inox qui ne se rouille pas, une bouilloire de qualité à 6 000. Nous restons toujours dans le matériel informatique pour parler des clés USB avec un système de sécurité. Vous les avez à 8 500 francs. Regardez la beauté de ces clés. Regardez l'originalité, regardez le design, vous les avez à 8 500 francs, une clé USB 32 Go. Je n'ai pas dit 2 Go, j'ai bien dit 32 Go d'origine, vous les avez à 8 500 francs. Ceux qui ont besoin d'un grand fer à vapeur, vous l'avez à 11 000 francs. Ce même fer à vapeur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 25 000. Mais au magasin 1001 tapis, nous représentons les marques au Cameroun, notamment cette marque qui est présentée en ce moment, un fer à vapeur à 11 000. On parle également de plus en plus d'un grand robot mixeur 2 bols à 22 500 francs avec plusieurs avantages au magasin 1001 tapis. Le détendeur intelligent IGT, vous l'avez à 11 000. Un détendeur qui dit bonjour monsieur. Cuisine, elles ont l'oreille en même temps avec la télévision et voilà, nous évoluons. Karine Sontia, la lecture des messages de nos téléspectateurs ce matin. Alain Bertrand Houssel qui dit que n'importe quoi. Vous devez avoir honte de tenir de tels propos. Je vous en prie, on entend l'émission, je vous en prie. L'État doit se soumettre au pouvoir traditionnel. Heureusement que vous traitez votre émission de talk show, car personne d'entre vous n'est journaliste de formation. Non, Félicitations. On ne va pas décliner notre cursus ici. Personne n'a jamais dit ici que le chef traditionnel doit primer sur la République. Nous avons dit, cher monsieur, il s'appelle même qui. Et donc, il n'y a pas eu de concertation de voir l'entrée des royautés des royaumes dans la République, parce que les pays africains constituent des nationalités. Il faut apprendre, il faut connaître l'histoire. Vous parlez bien du peuple slovaque, mais on pense que les Ibo sont une petite tribu, alors qu'ils sont 5 millions. Comment? Vous parlez de la Slovanie, de tout ce que vous avez, ils n'atteignent pas 2 millions. Les Ibo, les Yoruba sont au nombre de combien? Voilà. Donc voilà, donc vous avez des royaumes, comment les intégrer dans la République? La Côte d'Ivoire essaie de faire tant bien que mal. Et c'est là, c'est tout. On vous parle d'un consensus et vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, le Benin, le Togo, le Sénégal, la Guinée, Conakry, le Burkina Faso, mais Dominique Audrey parlait, ne mettez pas les organes. Par exemple, non, parce que ça aussi, ça vous permet des cours d'anthropologie, de tout ce que vous voulez. C'est des cours, c'est des cours. Le royaume Bamena, depuis 2000 siècles, on l'avait détruit complètement. Elle vient de se reconstituer maintenant en mettant la femme en premier lieu. Parce que là aussi, on vous dit, oui, chez les Bantous, les femmes n'ont pas. Elles ont maintenant un certain Mabe Goup Kelangamo se dit. Mabengou. Non, je pense à Mabengou. Mabengou Kelangamo. Voilà. Elle porte la peau de panthère. Ouais. Bon, quand vous allez voir, ce sera une curiosité. Alors, au lieu de comprendre que c'est comme ça qu'on valorisait la femme, c'est comme ça que nos royautés étaient. Et pour le simple fait que Ndjoumessi Mathias a pris la tête de l'Union des populations du Cameroun, on a commencé à combattre les chefs jusqu'au bout. Et vous avez parlé de pouvoir mystique, nous en avons. Mais faut-il donc expérimenter votre pouvoir en mangeant vos enfants? Voilà, quand l'enfant vous manque autant de respect, vous faites comment? Quand l'enfant vous manque autant de respect, l'enfant vous dit je suis l'autorité sur mon papa. En réalité, papa dit bon d'accord, vraiment tu es mon enfant, je vais te regarder. Mais mon frère, ce n'est pas l'enfant. Écoute d'abord, cher ami. Justement, vous voulez personnaliser les choses. Non, comment vous corrigez l'enfant? Je vous réponds, mais vous me perturbez encore. D'accord. C'est pas l'enfant. Vous avez donc Sokoju peut faire tout ce qu'il veut au préfet des hauts plateaux. Mais il n'a rien fait. Mais il ne le fait pas précisément parce que le préfet, il est l'enfant de Mbombo Njoya et il est l'enfant de la République.
Faut-il punir le préfet des Hauts-Plateaux simplement parce qu'il a manqué de respect? Voilà les choses que nous devons gérer. Et si vous ne les comprenez pas, vous voulez créer des problèmes que vous-même vous serez incapable de juger. Le chef, justement, africain que nous sommes, tient sur quoi? Comment parvenir à un meilleur vivre? Si je me mets là, ce sera qu'on va oublier que le préfet des Hauts-Plateaux a fait ceci, et là on a dansé le Nkunga contre lui, ce sera que un Bamileke a tué un Bamoun. Voilà. Et là, vous allez vous dire, oui. Non, je vais lui rappeler, je vais vous rappeler le cas. Je vais vous rappeler le cas qui avait opposé le président du Sénat au chef Banganté. Vous vous rappelez? Effectivement. Lorsque le chef Banganté avait posé l'action que vous connaissez, quelle avait été la suite? Comment avaient été les interprétations? Vous vous rappelez? On a dansé sur l'ombre du président du Sénat, on a fait ceci. Il avait été strictement interdit d'avoir accès à X et à X. Vous vous rappelez cette histoire? C'est toujours bon de rappeler les faits. Vous dites que si le chef pose l'action à l'immédiat, on va oublier tout ce qu'il y a eu comme antécédent. On ne va regarder que l'action du chef, raison pour laquelle il faut travailler au meilleur vivre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez ce sujet est autant passionnant sur ce plateau où on estime que le maire qui ne peut pas arriver et occuper les espaces de la chefferie et décider de faire de ça un lieu commun alors que c'est des lieux réservés. On a des messages, Karine Santia. Vrai, Charles Larmel, ils ne sont plus respectés. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants pour l'histoire du Cameroun? Remettez à César ce qui appartient à César. On veut notre histoire. On veut le vin blanc, pas les champagnes et whisky. Constantine Tsopni Momo. Et bientôt, on parlera de l'église. N'oubliez pas, il y a un endroit au Cansonnel, au Yomabang, M. Michel Ngachou, je le cite ici, où il y a un espace où il y a un pied qui a fondu dans la roche. Ouais. Toute personne qui arrive là-bas, vous mettez votre pied, ça n'entre pas. On n'a jamais réussi à trouver le pied convenant. Et les gens disent c'est le pied de Jésus. Le pied de Jésus. Vous pouvez aller, ceux qui sont à on peuvent aller vérifier cet endroit. Personne, c'est le pied humain. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant que... C'est une merveille du monde. C'est une merveille. Pendant que les villages, les chefs de village veulent s'organiser pour pouvoir aller aménager, l'église a couru rapidement pour aller implanter une croix. Oui, parce qu'il y a l'énergie. Donc j'en reviens à ça pour vous dire qu'à côté de ça aussi, il n'y a pas que les autorités administratives, il y a aussi l'église qui va se retrouver là. À un niveau, il faut vraiment... Je vous réponds. Le 1er octobre 1957, on estime que Oumioba est intransigeant. Il y a un évêque, Bassa Thomas Mongo, il part le rencontrer pour négocier. Oum lui dit, je n'ai jamais été intransigeant. Voilà les variantes, va remettre au commissaire. Dans la discrétion, 2 jours après, le 3 octobre, Monseigneur Thomas Mongo organise un meeting à Boudmakaro. Il dit que Oumioba a refusé toute négociation, il faut le combattre, alors qu'il venait de parler la nuit. On commence donc à le bénéficier. L'église catholique envoie Monseigneur Bono, après avoir complété pour le tuer, entrer en Gorlitouba, où il y a les mêmes pattes, les mêmes pieds, les pattes. Quand il en est sorti, il n'a pu prononcer une seule parole. Il est mort. Monseigneur Bono, demandez à l'église catholique, va vous dire. Qu'est-ce que l'église catholique fait? On monte donc les prêtres et les évêques Bassa pour aller combattre. Et c'est Mongo, Monseigneur Mongo, qui vient planter la croix sur Ngorlitouba et la Veuve Marie. Vous voyez comment on se trouve donc dans une situation où faut-il manger? Mais tu vois qu'il a eu la malédiction malgré le fait qu'il était évêque. On lui a dit, tu vas mourir dans la galère. Il est mort dans la galère. Je le dis en vidéo. C'est lui qui l'a suivi. Monseigneur Simon Tonnier, il a voulu faire le même. On lui a dit, tu vas mourir dans la galère. Il est mort dans la galère. Donc, ces choses-là, il faut les... Maintenant, on met Monseigneur Ntep. Il y a dit ce matin. Non, c'est l'histoire. C'est pour vous dire quoi? Le blanc est parti sur le plan de l'administration, il a laissé nos enfants. Il est parti du côté de l'église, il a laissé nos enfants en disant, si vous voulez manger vos enfants. Et nous disons à nos enfants, les enfants, nous voulons venir, on vous donne et le pouvoir mystique et politique. N'allez pas dans les Rose-Croix franc-maçonnerie, vous en avez. Mais si le moment arrivera, ils vont vous combattre parce qu'ils vont vous dire, ah ben, c'est ce que nous cherchons depuis avoir. Quand Charlemagne vous dit sur ce plateau qu'il y en a qui sont allés demander des parcelles de terre pour être nommés comme chef traditionnel, c'est parce qu'on veut exister. Mais problème, qu'est-ce qui amène donc le chef des chefs traditionnels, Paul Biya, président de la République, à vouloir devenir Nomgui? Bon, en tout cas. Non, mais justement, c'est pour vous dire que, en fait, c'est là où il y a le pouvoir, le vrai.
Parce que c'est nous. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand on parlait de Dieu, pour les traditionalistes africains, mettez un bémol. D'accord. C'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Vous ne pouvez pas donc nous dire aujourd'hui que nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est ceux qui se réclament, on ne sait même pas s'ils sont romains ou juifs ou tout ça. Ou gallicains. Ou gallicains, merci. Ils viennent de parler de Dieu. Autre pause, très important justement sur cette antenne, madame, messieurs. Nous irons bien sûr parler un instant avec le communicateur du Festival Fomaric qui est avec nous sur ce plateau dans un instant, mais surtout, vous demandez de rester les nôtres chez Equinox. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Bienvenue à l'avant-dernière semaine. Ce vendredi 26 février dès 20h, la grande nuit du rire avec Fingong Tralala, Mota Penda et toute la clique. Marcos, Bitacola, Gabriel Nangip, Boma Hélicoptère, Blaise Calaba et bien d'autres. À la présentation, le King, Masayako Premier, passe 500 francs. Samedi 27 février 17h, demi-finale Miss Festival Fomaric et dès 20h, feu sur le podium central avec la Go Galaxy, The Number One, Coco Argenté. Abracabra. Kossi. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Il fait rater pour 1000 francs CFA. Dimanche 28 février, demi-finale Cœurs et Louanges et un show explosif avec le prêtre chanteur, l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Passe 500 francs. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Il faut être là pour vivre ça. C'est un plaisir d'être avec vous, Yannick Meneux. C'est bien prononcé. Bonjour. Bonjour Michel, c'est bien prononcé. Bonjour à toute l'équipe du 10-12 Les Zéniths et à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, qu'est-ce qui est prévu bien sûr pour ce mercredi au Festival Fomaric? Alors, il faut dire d'entrée de jeu, Michel, que au Festival Fomaric, la grosse actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la visite officielle du maire de la ville de Douala. Le docteur Victor Roger Mbassadine sera dans nos murs dans les toutes prochaines minutes autour de midi. Le maire de la ville va venir avec toute sa suite visiter de façon officielle la 28e édition du Festival Fomaric. Il faut dire que, comme plusieurs autres éditions, cette édition est parrainée par la mairie de la ville de Douala et est intitulée édition nationale. Donc le maire de la ville viendra mettre son empreinte sur cette édition qui a commencé le 3 février 2021 au club Cantel de Bepanda et qui va se refermer le 8 mars 2021. L'autre actualité au Festival Fomaric ce mercredi, c'est bien sûr les masterclass. Le grand maître Aladi Touré est sur le site du Festival Fomaric depuis 11 h où il entretient la jeunesse. Il passe le témoin aux jeunes guitaristes, aux jeunes pianistes, aux jeunes chanteurs, bref, aux jeunes musiciens. Aladi Touré leur donne des coups et se rassure que véritablement la jeune génération prend la relève pour que la musique camerounaise ne meure pas. Il faut également dire qu'au Festival Fomaric ce mercredi, l'entrée est libre et gratuite comme tous les lundis, mardis et mercredis, sauf événements exceptionnels comme le lundi 8 mars. L'entrée est libre et gratuite et vous avez la possibilité de faire de bonnes affaires. Non seulement vous entrez gratuitement, mais vous pouvez acheter des articles de qualité à très bas prix. Ne me croyez pas sur parole, mais allez le vivre sur place au club Cantel de Bepanda. Il faut donc se déplacer justement. Et quelles sont les articulations de cette semaine au Festival Fomaric? Après la journée d'aujourd'hui, demain jeudi, nous aurons droit sur le prestigieux podium du Festival Fomaric à la demi-finale de la compétition Plateau Découverte. C'est une compétition qui met en rivalité les jeunes talents de la musique camerounaise qui rivalisent d'adresse et ils auront bien sûr un champion lors de la finale. Vendredi, nous avons rendez-vous avec l'une des innovations du Festival Fomaric. On nous a souvent fait le reproche de faire la part belle à la musique, mais vendredi, l'humour sera en vedette sur le prestigieux podium du Festival Fomaric. On a décroché pour vous les plus talentueux. Fingon Tralala et toute sa clique sur le podium du Festival Fomaric. Vendredi, Mbitakola sera là, Blaise Calaba, Marcus, Gabriel Nangip et bien d'autres. Venez rire, surtout que c'est le début du week-end. On est stressé la semaine, venez déstresser à 500 francs seulement. Et le samedi, sur le même podium, la demi-finale de la compétition Miss Fomaric. Et puis, nous aurons le duo qu'on ne présente plus, Coco Argenté et Kossi, le duo de l'heure. Pour 1000 francs, venez vivre un spectacle à nul autre pareil samedi sur le podium du Festival Fomaric. Que dit de dimanche? Vous l'avez vu dans le spot, dimanche c'est jour réservé au Seigneur à travers la compétition Cœurs et Louanges. Les plus prestigieuses chorales et les plus prestigieux groupes de la ville de Douala et de ses environs ont rendez-vous tous les dimanches au Festival Fomaric et on sera rendu à l'étape des demi-finales de la compétition
Cœur et louange. Et avec en guest star le prêtre chanteur, le mannequin de Jésus, Abbé Etienne Bakaba, qui viendra lui aussi enflammer le site du club Cantel de Bépanda. Voilà les articulations que nous vous proposons. Et il faut le dire, vous avez les détails sur notre page Facebook Festival Fomaric. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Il faut également dire que la période s'y prête au Festival Fomaric. On prend soin des festivaliers à travers les mesures barrières. Dès l'entrée, vous avez la possibilité de prendre votre température. C'est systématique pour tous les visiteurs. Et également, vous êtes désinfectés. Vos mains également sont désinfectées. On tient à ce que vous passez d'agréables moments au Festival Fomaric et que vous ressortez en bonne santé. Voilà. Merci infiniment Yannick Meneux d'être passé chez nous ce matin. Mais surtout, transmettez toutes nos salutations au main Coty François et félicitations pour ses 50 ans de carrière musicale. À très vite. Merci Michel. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Bienvenue à l'avant-dernière semaine. Ce vendredi 26 février dès 20h, la grande nuit du rire avec Fingong Tralala, Mota Penda et toute la clique. Marcos, Bitacola, Cabrel Nangib, Boma Hélicoptère, Blaise Calaba et bien d'autres. À la présentation, le King, Masayako Premier. Passe 500 francs. Samedi 27 février 17h, demi-finale Miss Festival Fomaric et dès 20h, feu sur le podium central avec la Go Galaxy, The Number One, Coco Argenté. Abracabra. Kossi. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Il fait rater pour 1000 francs CFA. Dimanche 28 février, demi-finale Cœurs et louanges et un show explosif avec le prêtre chanteur, l'abbé Etienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Passe 500 francs. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Il faut être là pour vivre ça. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui a fait bien sûr la une des réseaux sociaux depuis 24 heures? Karine Santia, on va au pas de course quand même. Hein. Et puis on s'en excuse véritablement parce qu'on était plongé dans un sujet qui parle à chaque Camerounais. Nous vous écoutons. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce matin, on s'intéresse à la suspension du directeur général de l'hôpital de district de Bafia, le docteur Mbenda Kwele Roger, le 19 février dernier, 10 jours après la suspension du docteur Ngem Chouin, le chirurgien dans cet hôpital. On rappelle ce qui s'est passé à l'hôpital de district de Bafia, c'est que à la réponse d'une demande d'explication émise par le docteur Kwele, le docteur Ngem Chouin avait répondu d'une manière irrévérencieuse avec des termes vraiment très durs à son supérieur hiérarchique, le directeur de l'hôpital, avec des termes qui laissaient croire à ce que le système managérial de l'hôpital était biaisé avec du népotisme et du clientélisme. Ce qui a poussé le ministre de la Santé à dépêcher sur le terrain le délégué régional à la santé pour qu'il mène une enquête. Et après avoir entendu les deux parties, une première décision d'abord avait été prise contre le docteur Ngem Chouin qui avait été suspendu à 3 mois et cette fois-ci, c'est le directeur général de l'hôpital qui a été suspendu. Voilà, autre sujet également, Karine Santia, qui a retenu l'attention justement de nos... Attendez, vous pouvez passer comme ça? Bon, d'accord. Comment en une telle truc on punit les deux personnes? Ben, il fallait punir quand même. Non, mais on a puni le chirurgien. La même personne veut punir le chirurgien, vous dites c'est le médecin-chef qui a raison. Maintenant, on punit le médecin-chef pour la même faute. Qui a donc commis la faute? Alors, voilà le Cameroun. On a d'abord puni le chirurgien. Parce qu'il fallait justement qu'il y ait quand même le respect de la hiérarchie. Deuxièmement, le ministre a mené ses enquêtes véritablement et s'est rendu compte que le médecin-chef de l'hôpital... Ça veut donc dire que le ministre est en train de nous dire qu'il ne peut pas être ministre. Ça veut dire comment, bon? Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas attendre que les enquêtes finissent pour prendre une décision. Le chirurgien se plaint. Il dit à son supérieur hiérarchique, monsieur, le jour où vous dites que je suis absent, j'étais là. Vous faites bien de penser aux patients. Mais vous pensez aux patients, vous avez démembré tout mon service. Vous avez enlevé les anesthésistes, vous les avez envoyés au service de néonatologie. Je suis seul, avec un médecin qui n'a pas de matricule. D'accord. Voilà, on le punit pour ça. On dit qu'il a mal fait. On laisse le blé. Maintenant, on vient punir la personne qui l'avait d'abord la personne qui l'a puni. Mais quand même. On doit le rétablir donc. Parce que si on vient punir... rétablissez donc le chirurgien. Oui.
Et quand lui présente voilà. Et quand on nomme le chirurgien, là, directeur de cette hôpital. Ce qui est étonnant, c'est les conclusions. Ils sont suspendus de 3 mois, tous les deux, avec suspension de solde. Ça veut dire que tous sont écopés de la même. Quelle est la raison? Donc, ça suppose qu'il y a eu une vérité. Il y a une vérité qu'on a essayé d'occulter. Il y a une vérité qu'on a essayé de masquer. La vérité qui était celle que le chirurgien avait pleinement raison. Et on se pose donc la question de savoir quelle est cette solidarité subite qui a été organisée par les collègues du chirurgien, c'est-à-dire au niveau de cet hôpital, pour le directeur, pour défendre le cas du directeur. Alors, c'est là où vous vous rendez compte que parfois, il y a un suivisme moutonnier qui est parfois organisé par des personnes, alors que les réalités, les vérités sont connues. Est-ce que le ministre a véritablement touché du doigt? Est-ce qu'il y a une personne qui a pris le courage d'aller dire au ministre, monsieur le ministre, ce dont vous parlez, celui que vous avez suspendu, voici en fait la réalité. Voilà, on était obligé d'être joints en solidarité parce que c'est une mauvaise option quand les citoyens se comportent comme ça. Oui, les collègues en réalité de l'hôpital. Non, ce n'est pas ça. On ne devrait pas. Il y a un problème majeur, on envoie une commission d'enquête, que ce soit une commission d'enquête administrative ou même judiciaire ou quoi que ce soit. Vous qui vivez la situation, pendant que cette commission était là, les collègues se sont rassemblés pour faire une lettre bloc autour du directeur de l'hôpital. Le chirurgien. Mais ce qu'on a peut-être décrit sur ce plateau, parce que ça fait débat longuement, c'est l'attitude justement du chirurgien vis-à-vis du directeur. On est tous d'accord que le fond justement du problème posé était évident, mais la forme dans la revendication faisait problème. Vous l'étiez tout seul, Je vous prends un cas, 1970. Le directeur des douanes de l'époque s'appelle Anatole Bongo. Il est mis en prison. Il est mis en prison pour détournement, des détournements de 100 000 francs. Aïdjo fait des enquêtes. On se rend compte que ce sont les services du ministère des Finances qui ont mal fait. Aïdjo appelle Anatole Bongo. Il le salue, il lui demande les excuses. On attend ça maintenant dans Malachi aujourd'hui. Il punit les agents du ministère des Finances. Donc on attend que maintenant dans Malachi demande des excuses en ce moment. Absolument, le problème est où? Pour le rétablir justement dans ses fonctions. Le problème est où? Pour s'il le fait, il ne va pas faire quoi? C'est justement ça la République exemplaire. En construction. Maintenant, il y a une faute, on ne sait pas. Après, vous allez dire des propos du genre, oui, les responsabilités sont partagées. C'est partagé où? Il faut savoir qui est coupable, on le punit. Alors, et l'autre qui est coupable, on lui demande pardon. On dit, bon voilà, excusez-moi, voilà, pour le tort. On est quasiment à la fin de l'émission, justement. On va vous dire merci à vous, Charlamel, merci Mbombor, merci Dominique Audrey et Carisson. Ça va très vite en même temps. Mais surtout, on saurait sortir cette émission sans continuer le coup de gueule, en regardant cette caméra et en disant bien sûr au gouvernement camerounais et en parlant au maire de la ville qui tout à l'heure sera au Fomaric. Monsieur le maire, faites un tour au carrefour Rond-Poulain, le carrefour qui va exactement à l'Orpomme aujourd'hui, où depuis des mois, quelqu'un a gagné un chantier et a choisi justement d'abandonner ce chantier, aller vivre le niveau de poussière qui est là-bas et aller voir dans quelles conditions justement les installations autour de cette route ne parviennent plus à faire des chiffres aujourd'hui. Et pourtant, on est dans une ville économique. Alors, on s'est plaint ici avec le cas bien sûr du pont Bonabassé, en montrant comment les Chinois travaillent 24 sur 24 pour livrer des chantiers. Mais au niveau de Rond-Poulain, ça fait 2 mois et plus qu'on a abandonné ces populations. C'est trop quand même. N'oubliez pas, population camerounais, faites de la politique, sinon vous fera. À demain, 10h.